Bonsoir, heureux de vous retrouver à nouveau dans le cadre de cette émission Carte sur table, 21h, 23h, c'est mardi évidemment. Nous sommes avec 4 panélistes pour débriefer sur 2 sujets principaux et probablement un accessoire dont on va faire le commentaire tout à l'heure. D'abord, on parlera de cette succession au sommet de l'État. Quel scénario probable? Au-delà de la Constitution, on s'aperçoit que de plus en plus, les mouvements qui s'assemblent ou alors qui s'apparentent à la société civile, d'aucuns pensent que ce sont des structures politiques, se mettent en place, le franquisme par exemple, pour ne parler que de cela, en vue évidemment des présidentielles 2025, mais on observe également la sous-région Afrique centrale avec ses papas Madi, pour reprendre l'expression, qui arrivent au pouvoir. Au Gabon, tout récemment au Tchad, on a pu voir au-delà de l'Afrique centrale, au Togo. Quel type donc de succession le Cameroun pourrait-il avoir? Quel scénario probable au sommet de l'État, au-delà de la Constitution, sera le premier thème. Deuxième thème, gestion des affaires publiques. Pourquoi autant de task force? On l'aperçoit également dans ce domaine-là. La gestion des affaires publiques se fait davantage ou alors s'éloigne davantage du gouvernement ou alors des structures institutionnelles affrétées pour cela et se déportent au niveau de la présidence de la République. Task force pour la gestion de la CAN 2019, task force pour la gestion de la Covid, task force X, task force Y. On va essayer d'en comprendre également les contours et puis on parlera en sortie d'émission du NEC, du SDF. Que peut Nietzsche, que risque Joshua aussi, vous le savez. L'organe dirigeant du Social-Démocratique Front s'est réuni à Yaoundé au centre des débats. Le problème ou alors la querelle entre ces deux leaders, ces deux figures du parti de John Frondi. Je l'ai dit 4 panélistes. D'abord, Alex Nguepi, qui est du MRC. Bonsoir Alex. Bonsoir. Bonsoir Tipita, bonsoir aux millions de téléspectateurs qui nous suivent ce soir. Et un bonsoir particulier à mon cher ami Olivier Béounissa qui se trouve toujours incarcéré du côté de la prison de Kolengui et qui a subi une fois de plus des tortures qu'il faut rappeler. Et aussi un bonsoir très appuyé, vraiment appuyé au professeur, au trésor du MRC, professeur Alain Foguet, qui est un membre fondateur de ce parti-là, qui est encore une fois de plus incarcéré. Donc un bonsoir pour terminer à tous qui se trouvent du côté de Yoko, tous les sympathisants et militants du MRC qui sont instruments incarcérés dans les geôles de la dictature RDPC et du gouvernement Paul Biya. Les mots sont les vôtres. Docteur Assib Bitoga, bonsoir. Bonsoir Dipita. Et du PCRN, merci d'être des nôtres ce soir. Maître Joseph Claude Biliga, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci. Merci de m'avoir invité. Vous êtes du RDPC, évidemment. Oui, et puis, docteur Ambroise Joseph Somba, bonsoir. Bonsoir, Dipita. Bonsoir à tous vos nombreux téléspectateurs. C'est un plaisir d'être là. Je salue avec respect les autres copanélistes avec lesquels nous allons certainement éclairer la lanterne des nombreux téléspectateurs qui nous regardent. Avant peut-être qu'on se déploie sur ce thème-là, Alexis Bitouga, ça fait 2 ans quand même, 2 ans que Cabral Libi a accédé à la tête du PCRN. On sait que c'était au lendemain de la présidentielle de 2018. Je veux dire, quel regard, vous, c'est vrai qu'on ne peut pas se regarder passant dans la rue, mais si on vous demandait de faire une rétrospective, que diriez-vous 2 ans après? Non, je crois que la trajectoire qui est celle de l'homme politique Cabral Libi, actuellement député à l'Assemblée nationale, est quelque chose d'assez inédit sur la scène politique camerounaise de manière globale. C'est-à-dire que quand vous faites effectivement référence à la présidentielle 2018, qui, faut-il le rappeler, cette expérience en elle-même est déjà quelque chose qui sortait de ce qu'on avait l'habitude de voir, c'est-à-dire un non-name n'appartenant pas à l'establishment, que ce soit économique, social ou politique, qui a pu prendre sur lui son destin à main et d'aller à cette élection-là, et qui a vu ce jeune Camerounais sortir 3e à cette élection. C'était déjà quelque chose d'inédit. Et puis par la suite, nous prenons goût à la chose politique, nous voulons nous autonomiser, nous voulons nous affranchir d'une certaine tutelle. C'est comme ça que nous entreprenons des démarches au niveau du MINAD pour
légaliser un parti politique, chose qui ne prospère pas. Je ne reviendrai pas sur toutes les raisons qui ont justifié tous ces verrouillages que nous avons rencontrés au niveau du MINAT. Mais, coup du sort, nous recevons un soir un coup de fil venant de Guidigis où M. Kona, faut-il le rappeler, un des pères fondateurs du PCRN dit « M. Cabral Libi, je vous ai suivi à l'émission L'Arène, sur une chaîne concurrente à la vôtre, et vous étiez en train de dire qu'on vous empêche d'avoir une formation politique. Je tiens à vous dire que j'ai une formation politique qui est née le 11 février 2003 et nous souhaitons vous porter à la tête de cette formation politique. » D'accord. Ça tombait comme quelque chose de providentiel, comme une manne divine. Et puis, quelques temps après, le congrès de Guidigis du 11 mai 2019 portait à la tête de cette formation politique Cabral Libi. Nous allons aux élections municipales de février 2020 et nous sortons de là avec 7 communes dont nous avons l'entière gouvernance. Nous avons des députés à l'Assemblée nationale et presque 250 conseillers municipaux. En 2 ans d'existence politique, lorsque vous avez un bilan comme celui-là, la modestie qui est la mienne voudrait quand même que nous puissions nous féliciter et nous dire qu'il y a des choses qui peuvent être faites dans ce pays. Il suffit juste de croire, d'avoir de la bonne stratégie et de pouvoir faire les choses en s'appuyant, ça il faut le rappeler, sur la base. Et aujourd'hui, vous avez vu autour de 16 heures, le président Cabral Libi a pris la parole dans un direct où effectivement il remerciait l'ensemble des militants et des sympathisants du PCRN pour ce combat qui a commencé en 2019 et qui continue à apporter les fruits que nous connaissons. Faut-il le rappeler, au niveau international, nous avons 18 pays en Europe où le PCN est représenté. En Afrique, nous avons une quinzaine de pays. Et au niveau du Cameroun, sur les 360 communes, aux dernières nouvelles, nous étions représentés dans 315 communes. Ça prouve qu'il y a un travail qui se fait. Ça prouve qu'il y a une vision qui est derrière notre projet politique. Ça prouve également que nous savons ce que nous voulons et nous savons là où nous allons. Peut-être un mot à chacun sur ce regard rétrospectif. Quelqu'un voudrait dire, ajouter, Dr Luzet Somba? Oui, bien entendu, quand on regarde la trajectoire du PCN, c'est un parti, on a vu Cabral Libi partir avec 11 millions, et ainsi de suite, le mouvement 11 millions. On s'est rendu compte qu'une fois qu'il a été coopté à la tête du PCRN, on a vu le bond en avant, c'est-à-dire que déjà leur représentation au sein des assemblées politiques délibérantes, avec pratiquement, je crois, 5 ou 6 députés, ils sont presque dans toutes les communes, comme le disait tout à l'heure le docteur. On voit qu'il y a une très belle trajectoire pour le président de ce parti politique, mais je voudrais dire qu'on a eu quelques ressentis avec les départs, presque le départ de Billon, qui est du PCRN. On a vu un peu les soubresauts des conseillers municipaux du côté des ECA. On peut quand même relever que ce n'est pas toujours le bon vivre de ce côté, qu'à tout moment, c'est un parti politique, il peut toujours avoir des idéologies différentes. Et on se rend encore compte que, dernièrement, Cabral Libi a eu quand même des acquaintances avec Maître Alice Combs, ce qui n'a pas plu aux Camerounais, parce qu'on sait quand même que nous sommes des Bantous. Il y a ceci qu'il faut respecter le droit d'aînesse. C'est vrai que Maître Alice Combs est une dame, c'est vrai, dans ses élucubrations parfois politiques, elle peut aller ça et là, mais je n'avais pas vous souhaiter que un jeune de sa trempe qui, quand on regarde très bien, vous savez, l'électorat aujourd'hui, le jour des élections, on se rend beaucoup plus compte que les jeunes partent boire la veille et ils n'y pensent pas. C'est les vieux désormais qui reconnaissent effectivement l'importance de la chose politique. Donc, juste pousser sur ce point, je demande à Cabral Libi de faire très attention à la vieillesse parce que le droit d'aîné, c'est sacré. Alex Ngepi, un mot peut-être? Oui, il faut déjà remercier et encourager les amis du PCRN et du leader du PCRN, Cabral Libi, qui est un homme politique, un opposant, qui a su donner la parole aux jeunes, qui a su, grâce au mouvement 11 de citoyen, son engagement politique, il a su permettre aux jeunes, à certains jeunes comme nous et d'autres personnes, de prendre parole en public. Auparavant, il y avait Diamatomba,
qui sont ces jeunes personnes-là, qui ont su donc faire cela. Donc Kabra Libi, c'est un leader politique incontestable. Donc c'est pas une personne qu'on va encore présenter aujourd'hui sur la scène politique camerounaise. C'est un député, il a un parti implanté, il a un parti qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qu'on devrait faire avec. Donc, c'est pour ça que dans la stratégie de l'opposition camerounaise, où nous avons décidé ensemble, en concertation avec le PCN, le SDF et d'autres partis politiques comme l'UDC, de mettre sur pied une plateforme afin de proposer au peuple camerounais un code électoral consensuel qui serait peut-être, je crois, des nouvelles portées par le PCN et l'UDC, d'autres formations politiques représentatives nationales. Donc, Kabra Libi, c'est un leader que nous encourageons et ce sont des jeunes dont les Camerounais ont besoin afin que puisse prôner l'idée de la démocratie accessible à tous les Camerounais. Maître Biliga. Bon, ce que je peux dire, c'est que nous tous, nous voyons l'effet positif ou les effets positifs de la libéralisation de l'audiovisuel au Cameroun. Parce que si on était resté dans un monopatisme ou bien dans une dictature de l'audiovisuel public, un monsieur comme le Kabra Libi n'aurait jamais été la personne qu'elle est aujourd'hui. C'est la télévision, c'est la radio qui a permis aux Camerounais de savoir qu'il y avait quelqu'un comme ça. Je pense que ceux qui disent souvent que le Cameroun est une dictature doivent réviser un peu leur langage en disant que nous sommes l'un des rares pays au monde, je dis bien au monde, je ne parle pas de l'Afrique, où il y a autant de télévision, où il y a autant de liberté de parole qui permet à mon frère, à l'SNGP, de venir dire plein de choses qu'il n'aurait jamais pu dire dans un autre pays, ou bien que quelqu'un ne dirait pas lorsqu'ils seront au pouvoir. Donc je pense qu'il faut quand même apprécier le travail que Kabra Libi a fait. Et le fait qu'il ait eu gagné des élections règle un peu le problème de leadership, ou bien le problème qu'il avait avec le parti Univers, où le professeur Nkou estimait que c'est lui qui a fait Kabra Libi. Aujourd'hui, que chacun est parti d'une manière indépendante, on a pu voir qui vaut quoi. Mais il se pose un problème là. Je ne sais pas sauf si j'ai mal lu, je crois que dernièrement on a légalisé un parti qui devait être un parti soit proche, soit un parti récemment là, je crois. Oui, il y a 11 partis qui ont été... Non, avant ces 11 partis, il y avait un parti d'un membre du parti de Kabra Libi. Le nom m'échappe, mais c'est récent. Je crois que ça a été le dossier que Kabra Libi avait déposé avant qu'il ne devienne président du PCRN. Jouvence. Non, c'est pas Jouvence, OMP. 11 millions de partis. Une minute pour dire quelque chose là. Voilà, donc je pense qu'il y a eu ce parti qui a été légalisé. Et il y a certaines personnes qui font partie de leaders, entre guillemets, du PCRN et de 11 millions de patriotes, de citoyens, qui sont également leaders dans ce parti-là. Donc, comme il a dit qu'il va nous expliquer de quoi il s'agit, j'ai bien peur que cela n'impacte négativement. Et je suis également content de noter que, à la pratique, ceux qui critiquaient comprennent que ce n'est pas aussi facile que ça. Aujourd'hui, on voit plein de personnes qui partent, que ce soit du PCRN, que ce soit du MRC ou d'autres partis, pendant qu'ils étaient, comment je peux dire ça, ces personnes, on les considérait comme étant des cerveaux. Une fois que ces personnes sont parties, elles sont aujourd'hui insultées partout. Donc je pense que c'est bien d'entrer dans l'arène. C'est facile d'être sur les gradins et de penser que tout est facile. Lorsqu'on monte sur l'arène, on se rend compte que effectivement la pratique est totalement différente de la théorie. Et voilà. Vous voulez peut-être faire la précision Oui, et puis on en juste sort. préciser que le mouvement 11 millions de citoyens était vraiment une plateforme transversale. Et peut-être faut-il le rappeler, à la faveur des élections de février 2020, 11 millions a vu certains de ses militants être candidats dans des listes de l'UNDP et d'autres formations politiques. Parce que la plateforme 11 millions, c'était des jeunes qui se mettaient ensemble pour porter un combat qui était celui d'amener les Camerounais à s'inscrire sur des listes et qui a débouché sur la candidature de Kabra Libi à la présidentielle. Ça, c'est ce qu'il faut rappeler. Donc, 11 millions de citoyens n'a jamais été, si je peux le dire, une exclusive de tous ceux qui se revendiquent comme militants du PCRN. S'agissant de OMP, Organisation du Mouvement Patriotique, OMP est déposé au MINAT, nous sommes sensiblement aux encablures de novembre-décembre 2018, c'est-à-dire au lendemain de la présidentielle, où certains cadres de la dynamique 11 millions
pressentant déjà que ça allait être difficile, une collaboration Cabral-Libye et le parti Univers avaient décidé de manière individuelle de créer des partis politiques. Et donc vous avez Jouvence de Valère Bessala et l'autre OMP de Benoît Onana qui avaient pris des initiatives de créer des partis politiques en se disant que ça pourra être plus tard des plateformes sur lesquelles Cabral-Libye pourrait s'appuyer pour son combat politique. Mais le parti Les Citoyens que nous déposons au MINAT, nous sommes aux encablures de mars 2020. Ce parti qui a connu son rejet et qui, lui, n'a pas été validé dans la liste des 11 partis politiques. Ça, c'est ce qu'il fallait préciser cela. Donc, OMP, c'était des cadres de la dynamique 11 millions de citoyens qui avaient créé des partis politiques en se disant que plus tard, la preuve est qu'en février 2020, Jouvence était au municipal, à Soie par exemple, et nous avons décidé de ne pas aller aux élections à Soie, mais d'envoyer nos militants d'aller constituer une liste avec Jouvence pour aller à ces élections. C'est les plateformes qui accompagnent la dynamique globale. On peut s'attendre assez rapidement à une fusion Jouvence et autres PCRN? Non, c'est des plateformes qui accompagnent des dynamiques. Ça, sur le champ politique, il y a souvent des alliances ou des formations politiques sur la base des intérêts contextuels peuvent fusionner pour pouvoir faire les choses. Mais OMP a une indépendance dans son fonctionnement, dans son idéologie, Jouvence également. Mais nous, actuellement, nous sommes à la tête du PCRN et c'est le PCRN que nous entendons faire parler. Merci Aristide Bitonga. Je pense que je crois avoir vu un parti qui s'appelle les Citoyens. Non, les Citoyens, c'est OMP. Je peux me tromper, moi je ne parle pas de l'OMP ni de Jouvence. Il y a un on reviendra peut-être là-dessus. Oui, il faudra vérifier. Ça ne fait pas très longtemps qu'il a été, et c'est l'un des membres que je connais qui est membre très placé à un niveau relativement important de votre parti. Mais en tant que président du bureau politique, je peux vous assurer que si cette information était vérifiée. Voilà. D'accord. Transition, et puis on aborde le premier thème. Succession au sommet de l'État, quel scénario probable au-delà de la Constitution? Ambroise, on va peut-être commencer avec vous d'abord, pour essayer de nous faire une forme de rappel du cadre constitutionnel dans lequel peut s'opérer en ce moment, ou alors éventuellement, lorsque l'occasion se présentera, une succession au sommet de l'État. Oui, bien entendu, Dipita. Je commencerai par indiquer que tout n'est pas dit dans la Constitution, pour reprendre votre sujet, et pour indiquer également que la Constitution, en tant que loi fondamentale, reste le socle, ou bien, j'allais dire, le test à partir duquel on peut trouver toutes les solutions relatives à l'exercice, à l'acquisition, à la transmission du pouvoir. Alors, on se rend bien compte que lorsque nous exploitons les dispositions pertinentes de notre Constitution, vous savez, quand le président de la République est élu directement par le peuple camerounais, il peut arriver des moments où, pendant l'exercice, il décide de démissionner, ou alors la finitude humaine voudrait qu'un être humain peut partir, donc il peut aussi décider. Il peut aussi arriver des moments où le président de la République peut présenter des signes presque relatif à un empêchement définitif. Donc, quelles sont donc les hypothèses qui ouvrent la vacance au Cameroun? Donc, il y en a trois. La première hypothèse, c'est que le président peut démissionner de son propre chef pendant qu'il est dans l'exercice de ses fonctions. Alors, quand il démissionne, la procédure voudrait que, à l'issue de cette démission, il tient un discours solennel et il remet copie de sa démission au président du Conseil constitutionnel, qui enjoint les dites copies au président de l'Assemblée nationale et surtout au président du Sénat. Ça, c'est dans le cadre de la démission. Maintenant, dans le cadre du décès, quand il décède, la constatation du décès reste encore chose problématique. On va y revenir tout simplement parce qu'on n'a pas précisé dans notre loi fondamentale quelle est l'instance qui annonce le décès. Un peu comme dans d'autres pays africains, au Bénin par exemple, on vous dit, en cas de décès du président de la République, l'annonce est faite par le directeur de cabinet civil, Sylvie, ou le secrétaire général des services de la présidence de la République. Maintenant, la dernière hypothèse qui est prévue, c'est l'empêchement définitif. Et encore là, bien entendu, la Constitution reste muette parce qu'elle ne nous dit pas qu'est-ce qui peut déboucher sur un empêchement définitif. Est-ce que c'est quand le président est dans le coma, ou bien est-ce que c'est quand il est sur des roulettes, ou bien est-ce que c'est quand il ne parle plus? Mais la doctrine a un peu creusé dessus, on s'est bien rendu compte que
les empêchements définitifs sont généralement liés aux empêchements psychiques. C'est-à-dire qu'en fait, le président a des pertes de mémoire, il ne peut plus se rappeler de rien, il n'arrive peut-être plus à communiquer. Alors, voilà les 3 hypothèses qui ouvrent dans la vacance présidentielle au Cameroun, qui voudraient que, dès que ces hypothèses-là sont donc annoncées, la Constitution est suffisamment claire. Elle précise que l'intérim est assuré par le président du Sénat. Et bien entendu, l'expression intérim n'est pas celle qui sied, parce qu'en fait, dans le contexte, on parle plutôt de la suppléance. Parce que si c'est l'intérim, il doit assurer le restant du mandat. C'est-à-dire que si il décède pendant qu'il a encore 3 ans, l'intérimaire donc achève d'abord le mandat. Or, ce n'est pas ça dans le contexte camerounais qui voudrait que ce soit le président du Sénat qui, il ne se présente pas comme candidat, il ne modifie pas la Constitution, mais il a 60 jours au moins et 120 jours au plus pour organiser les élections. Et autres éléments, quand nous prenons les 3 hypothèses qui ouvrent la vacance présidentielle, on se rend encore compte que ces hypothèses seront difficilement mises en œuvre. Pourquoi? Parce que quand vous prenez la démission, on vous dit le président démissionne, il fait copie au président du Conseil constitutionnel qui enjoint au président du Sénat. Alors on ne vous dit pas devant quelle instance le président du Sénat prêtera serment ou quelle est la formule qu'il va utiliser parce qu'il n'est pas président. Il assure la suppléance. Maintenant, dans le cadre de la démission, comme je l'indiquais tout à l'heure, notre Constitution ne nous dit pas si éventuellement il arriverait que le président de la République décède, c'est le sort de tout être humain. La Constitution ne nous précise pas qui annonce le décès du président. C'est pour cette raison que dans bien des pays africains, on a eu des présidents qui sont morts 7 mois plus tard. Le peuple n'était pas informé. On a le cas de la Côte d'Ivoire, on a le cas en Guinée-Conakry et bien d'autres pays. Et vous convenez donc avec moi que la Constitution pose les balises, justement, de la continuité de la fonction présidentielle, mais les difficultés de leur mise en œuvre se posent avec acuité. Donc voilà l'état du droit sur la question de la vacance présidentielle au Cameroun. Alors, Maître Biliga, est-ce qu'on peut, et là j'interpelle davantage, même si ce n'est pas en cette qualité que vous êtes sur ce plateau, l'ancien membre du barreau de l'ordre, que vous avez... Je suis toujours membre. Vous êtes... Oui, pardon. Conseil de l'ordre, pardon. Okay. Conseil de l'ordre, je veux dire. Alors, si pour la démission, on peut schématiser le scénario, le président écrit, il saisit un organe, mais je veux dire qu'en cas d'empêchement autre que la démission, est-ce qu'il y a un scénario imaginable, je veux dire, qui prend la parole, qui schématise le process, ça se passe comment? Ce n'est pas encore arrivé. Et docteur Ambroise Somba vient de démontrer en réalité que la loi ne le dit pas précisément. Mais quel est le scénario qui peut être envisageable? Non, mais le docteur Somba c'est bien dit. Il est dans la théorie. Maintenant, la réalité, c'est qu'en fait, on peut prendre des exemples. Il y a 2 problèmes. Le problème d'abord, c'est le constat, par exemple, de l'incapacité. Il est évident que c'est un collège de médecins qui constate que le président est incapable. Et là, on peut se référer à ce qui s'est passé en Tunisie avec le président Bourguiba. Lorsque le président Ben Ali vient déclarer que le président Bourguiba est atteint de sénilité, c'est sur la base d'un certain nombre de rapports de médecins. Là, le texte ne le dit pas clairement, mais on imagine que il faut impérativement que ce soit un médecin pour constater l'incapacité mentale du président à assumer. Pour le décès, nous le savons comment ça se passe. Lorsqu'on meurt, il y a généralement un certificat de décès. C'est le certificat de décès qui indique que la personne est morte d'une manière générale. Maintenant, l'annonce peut être faite. Je voudrais peut-être parler du porte-parole du gouvernement, par exemple, qui peut faire cette annonce. Ça peut être le secrétaire général de la présidence de la République qui peut faire cette annonce. C'est-à-dire, ce qui n'est pas interdit est permis. Il n'y a rien qui empêche que le président, ou bien le directeur du cabinet civil ou quelqu'un d'autre qui peut être désigné à l'instant pour annoncer, il sera dans son droit, puisque n'ayant pas une liste de personnes qui doivent annoncer, toute personne peut le faire. C'est-à-dire il n'y a pas une interdiction de personnes qui doivent le faire. Donc je pense donc que les personnes qui sont autour du président de la République, c'est plus proche collaborateurs. Ça peut être le président, le secrétaire général de la présidence, ça peut être le directeur du cabinet civil, ça peut être
le porte-parole du gouvernement. Je crois que toutes ces personnalités sont bien placées pour pouvoir annoncer un tel événement. Aristide Bitouga, l'opinion se saisit ces dernières semaines de, je ne veux pas dire des conflits, mais je veux dire des formes de dissonance, de positionnement, que ce soit au sein de l'appareil du gouvernemental. On soupçonne les uns de vouloir prendre la place des autres. D'ailleurs, on revient tout à l'heure sur le débat avec les task force. La démonstration que vient de faire Maître Biliga, est-ce qu'il n'y a pas risque de dissonance? Je veux dire qu'à partir du moment où on ne sait pas précisément qui dit quoi, à partir du moment où ce n'est pas réglementé, est-ce que à minuit, par exemple, LGP ne prendrait pas la parole, qui serait démenti à 2 h du matin pour faire des précisions autres par le porte-parole du gouvernement, et puis le secrétaire général du ADPC viendrait après à 3 h, 4 h du matin? N'y a-t-il pas risque dans ce schéma-là? Non, vous voyez la difficulté qui est celle de l'aîné, en même temps mon collègue à l'université, à pouvoir aller au-delà de ce que la science juridique voudrait qu'il puisse produire comme analyse et interprétation. Vous voyez qu'à un moment, il émet des réserves parce qu'effectivement, il y a un flou qui encadre cette vacance-là à la tête de l'État du Cameroun. Et ça, j'avais appelé cela il y a quelques années, la gouvernance par le brouillage. C'est-à-dire que personne n'a une visibilité claire de ce qui peut nous arriver. Et ça pose le problème fondamental de la force de nos institutions. Parce que, voyez-vous, en République, la loi doit être suffisamment claire, normée et structurée, de telle sorte, comme le disait Washington, même si c'est le diable qui arrive à la tête d'un pays, il ne pourra pas faire plus de 2 mandats aux États-Unis. Mais lorsque vous avez donc une république et ses institutions et la loi fondamentale qui peut aujourd'hui subir des interprétations, parce que l'analyse que fait l'aîné Maître Biliga, c'est qu'il vous dit très clairement qu'on ne sait pas, c'est-à-dire que la loi donne un boulevard à un certain nombre d'acteurs pour pouvoir prendre la parole en cas de démission ou de vacances ou de tout ce qui va avec. Pourquoi? Et quand on sait dans le schéma actuel de la gouvernance de la tête de notre État, où on a plus une espèce de balkanisation ou une espèce de rapport de force qui ne dit pas son nom mais qui est vrai, vous avez le secrétaire général qui est présenté comme un demi-dieu, le directeur de cabinet civil qui également a ses parts de marcher dans la gouvernance, le premier ministre, je ne sais même pas si le ministre de la communication est véritablement le porte-parole du gouvernement. Quand on voit comment un gouvernement comme le nôtre communique, et on voit ces ministres-là qui est presque effacé de la communication gouvernementale, je me demande comment est-ce qu'il pourra arriver à jouer un rôle clé dans cette affaire. Moi, je pense que ceux qui ont pensé cette constitution avaient convoqué à cette époque les esprits de la roubladise. Parce qu'il n'y avait pas un hasard dans ce qui se faisait. C'était quand même les maîtres, les patrons du droit constitutionnel. Et ils en sont encore pour beaucoup aujourd'hui à se revendiquer cette casquette. Je crois qu'il y avait derrière cette affaire une immortalité qui gouvernait l'écriture de ces textes. C'est-à-dire qu'ils étaient convaincus que celui qui aujourd'hui à la tête de ce pays ne mourrait pas. Et il y en a même qui sont convaincus qu'il est immortel. Et donc, vu dans cette logique-là, on ne se donne même pas la possibilité d'imaginer que si même il arrivait quelque chose, comment est-ce qu'on fait? La preuve, regardez la difficulté qu'on a à débattre sur l'état de santé du chef de l'État, qui à l'arrêté ne devait pas être un sujet tabou. Mais vous avez souvent vu des éminents professeurs, des éminents cadres du RDPC sur des plateaux vous démontrer que c'est un sujet tabou de parler même de la santé du chef de l'État. Alors s'il arrivait que le chef de l'État venait à décéder, vous connaissez un médecin dans ce pays, incapable même pour des thématiques comme le Covid, de venir sur des plateaux de télévision, débattre sur les enjeux du Covid, prendre sur lui, ce médecin-là, de rédiger un certificat de genre de mort, constatant la mort du chef de l'État. Vous imaginez ce médecin-là prenant une telle responsabilité vis-à-vis de l'histoire de ce pays? Je crois que nous sommes dans des schémas où nous devons véritablement prendre conscience qu'il faut que les lignes bougent. Parce que nous sommes dans un environnement où nous avons un chef de l'État qui traditionnellement ne communique que le 10 février et le 31 décembre.
Et donc nous sommes dans un schéma où le chef de l'État peut mourir le 11 février, 8 mois après, personne n'est au courant que le chef de l'État est mort. Parce que le docteur Bison vous a très bien démontré que les mécanismes qui permettent de constater effectivement ces décès-là ne sont pas suffisamment clairs pour permettre à ce que, une fois que le chef de l'État est décédé, que 2 jours ou 3 jours, parce qu'effectivement, on n'annonce pas toujours dans la précipitation la mort d'un chef de l'État, la mort d'un chef, la mort d'un patriarche, ça prend quand même le temps pour qu'on essaie un peu d'asseoir la case, de faire asseoir quelques notables pour dire des choses. Mais ça ne doit pas pouvoir prendre 6 mois, 7 mois, comme ça peut être le cas, parce qu'aujourd'hui, il y a un vide qui encadre cette étape très importante de la dévolution du pouvoir. Moi, oui, allez-y. Je ne vois pas de vide. Je vois pas de vide. Je vois pas de vide parce que tout à l'heure, vous avez dit on n'annonce pas très vite la mort d'un chef de l'État. Ça suppose quoi? Ça suppose que si le président de la République n'est pas là aujourd'hui, nécessairement, il y a un conseil de cabinet, il y a des assises, il y a un certain nombre de choses en collaboration avec sa famille. Ça, c'est dans la spéculation. C'est pas la spéculation, c'est le principe. C'est le principe. C'est-à-dire que si aujourd'hui, moi je ne suis pas là, pendant un exemple banal, je ne suis pas là, il faudra bien que les gens s'asseyent pour dire que... D'accord. Donc de la même manière, ça peut être fait. Donc ne pensez pas qu'il y a une cohésion, c'est-à-dire que d'un côté, il y aura le ministre qui va prendre sa parole, de l'autre côté, ce sera le secrétaire général. Non, il y a nécessairement un cas de concertation. C'est pour cette raison qu'on n'annonce pas toujours vite. Parce qu'il faut qu'on règle un certain nombre de problèmes, que le problème sécuritaire soit réglé, par exemple. Pour cette raison que vous avez vu, vous regardez au Togo, vous avez vu au Gabon, donc cela s'est passé. On a pris des mesures au Tchad, vous avez vu dans la fois, avant d'annoncer. Pendant ce cas de concertation, on désigne la personne qui, d'une manière consensuelle, qui va annoncer, par exemple. D'accord. Alex Guépi. Oui, il faut dire que je suis surpris quand on me fait comprendre qu'on ne doit pas vite annoncer la mort d'un chef d'État. Savez-vous qu'un pays qui reste 24 heures sans son leader, sans son chef, est un pays en perdition? Arrêtez de vouloir faire croire aux Camerounais que quand un chef d'État décède, il faut qu'il y ait des consensus, des réunions pour expliquer les raisons de sécurité. Mais vous insultez les Camerounais là. Vous insultez les Camerounais. La conscience est claire. Et je tiens à rappeler qu'aux États-Unis, quand John Kennedy est mort, quelques heures après, lendemain, un nouveau président, le vice-président a prêté serment devant un juge fédéral. Dans l'avion. Dans l'avion, il a prêté serment. Pourquoi on me fait croire aux gens, aux Camerounais, et en Afrique francophone, en Afrique noire francophone, que lorsqu'un président décède, c'est un mythe, c'est un dieu, que le vice-président, que le président du Sénat, le vice-président, selon l'ordre protocole du Sénat, ne peuvent pas assurer l'intérim pour des raisons sécuritaires. Et c'est cette cacophonie qui s'est produite au Tchad, et qu'aujourd'hui on se retrouve quelqu'un qui vient là et qui met à plat la Constitution, et on se retrouve dans une monarchie absolue, et qui décide donc que le peuple tchadien ne vaut rien, cette Constitution ne vaut rien, il devient président par l'entremise de la France et du Cameroun qui adoube et envoie même comment des éléments là-bas. Mais c'est inadmissible. Mais arrêtez d'insulter les Camerounais, M. Bliga. Non, arrêtez d'insulter. Non, permettez-moi, vous avez le temps de répondre. Vous avez le temps de répondre. Permettez-moi. Vous avez le temps de répondre, s'il vous plaît. Qu'on arrête d'insulter les Camerounais. La conscience est claire. Je suis d'accord, comme l'a dit le docteur Luis, oui, justement que la conscience ne donne pas les mécanismes qui permettraient d'annoncer le décès du président de la République, mais je pense que le cabinet civil, le chef du gouvernement, le SGP peut le faire, et peut-être la conscience aurait dû être plus précise. Effectivement, parce que la conscience camerounaise a été écrite dans l'esprit des lois germano-romaines, où on a voulu faire du président un mythe, quelqu'un d'intouchable, d'indétrônable. Donc, ce sont des choses qui sont faites haïtiennes. Mais au-delà de cela, le constitution n'est pas quand même bête. Hein, parce qu'il y a l'esprit de la constitution. Et dans cet esprit-là, l'annonce du président de la République peut être faite par n'importe quel dignitaire crédible. Même son fils peut annoncer la mort de son père en tant que Paul Biya. Et là, si son fils annonce, de facto, les institutions se mettent en marche pour dire effectivement, s'il dit mon papa est décédé, ou un membre de la famille, ça on l'épouse. Peut dire mon époux est décédé. Et là, tout de suite, le mécanisme est déclenché. Maintenant, le problème se pose, non, comme il a si bien déclaré, à quel moment le président du Sénat prête serment? Et quelles sont les formules qu'il doit prêter? Et devant qui? Est-ce que c'est devant le juge constitutionnel ou bien la Cour constitutionnelle, ou bien devant le Sénat et le Parlement? Il faut qu'on clarifie ça. Est-ce qu'un juge est à mesure de recevoir le serment du président de la République ou un juge constitutionnel? Donc, sur ce côté, ce flou doit être élaboré. Pour le cas de la vacance du pouvoir, dit, lorsque la vacance est constatée, en l'instant T, tel type de juge, tel magistrat, un magistrat, selon la localité où le président se trouve, ça, si le président se trouve à Marois,
faudrait qu'un magistrat à Marois, à l'instant T, si le plan du Sénat se trouve à Marois, que le magistrat, peut-être un magistrat de Marois, si on doit déterminer un critère, à l'instant T reçoit le serment du président du Sénat. C'est parce que dans les pays francophones, germano-romains, on a l'esprit des fêtes. On a l'esprit de dire pour prêter serment, il faut inviter les chefs d'État, il faut le protocole, il faut manger, il faut festoyer, que justement on ne définit pas cela. Alors, je voudrais vous relancer sur un élément. Alors pendant un moment, on se souvient, il y a quelques mois, vous au niveau du MRC dénonciez ou alertiez sur un probable gré à gré. Que mettez-vous dans cela? Non, le gré à gré, c'est un contexte, hein, et c'est ça qu'on doit se préparer, c'est-à-dire où il y a vacance du pouvoir, au lieu qu'on respecte l'ordre constitutionnel, on préfère, comme c'est passé au stade, au Tchad, c'est-à-dire que des dignitaires, comme il a dit, il faut du temps. Alors ces dignitaires s'asseyent pendant 24, 48 heures, 68, et désignent qui est-ce qu'ils vont dire, et évoquent des raisons sécuritaires, c'est parce que la meilleure raison pour eux, et avec l'appui de quelques partenaires étrangers comme la France et consorts, alors c'est du gré à gré. Ou bien encore, ça pouvait être, il y avait plusieurs scénarios du gré à gré, c'est-à-dire que, voilà, à partir du Sénat, on permet à faire ces modifications afin que le Premier ministre ou n'importe qui puisse avoir accès à la société. Donc il y a plusieurs contextes pour le caractère. Mais ici, nous sommes dans un contexte bien particulier. Et quand on voit les franquistes, tout ça qui se trament la langue parce qu'on veut créer une diversion, on veut faire croire aux Camerounais que la présidence de la République est un mythe. Je dis très bien, je réitère, qu'on arrête d'insulter les Camerounais. La conscience est claire. S'il y a vacances, et d'ailleurs même, c'est une haute trahison, que le président décède, et qu'on apprend après 24 ou 48 qui est décédé, tous ceux qui seront... Mais pourquoi ce serait une autre raison? Parce que l'annonce... Il n'y a pas le délai, puisque rien n'est schématisé. Justement, je dis bien... On peut rester 10 ans. Non, il y a l'esprit du conscient. D'accord. Vous comprenez? Lorsque le président décède, que devient les ministres? Tout acte que les ministres prennent devient nul. Comment ça? Puisqu'il n'y a plus de président de la République, ça devient en principe nul. Donc, je vais juste expliquer pourquoi. Permettez-moi. Non, permettez-moi. Monsieur Biliga, permettez-moi, s'il vous plaît. Pourquoi je le dis? Allez-y, terminez. Si un président décède et que 8 mois plus tard, qu'on annonce son décès, dites-moi, qui tenait les règnes du pays pendant ce temps? Vous estimez qu'un Premier ministre qui a exercé en fonction pendant 8 mois et qui a pris des engagements au Cameroun, ces engagements seront crédibles? Alors, voilà pourquoi est-ce que dans les pays sérieux, le Conseil a prévu que l'annonce du décès du président de la République soit immédiatement constatée, afin de ne pas verrouiller l'appareil étatique, afin qu'il n'y ait pas de sorte de non-droit, parce que si un président décède, ça fait 8 mois. Merci. Comme on l'a fait au Togo. Merci, alors, Alex. toutes les conventions signées avec l'extérieur, qui est garant de cela? Qui est garant de la Constitution? Tous ces actes sont dans la Constitution, qui est le garant. Mais si le garant n'existe plus, Alex, que la fait-on? République ne s'arrête pas avec la mort du président. Permettez que le docteur Ambroise, disons, que je puisse se relancer. Alors, quand on regarde un peu l'environnement sous-régional, le Tchad, le Gabon, j'ai dit tout à l'heure le Togo, peut-on éviter au Cameroun ce type de scénario où le président décède sans forcément suivre les schémas constitutionnels, c'est-à-dire le président du Sénat, le délai légal pour organiser une nouvelle élection et tout ce que la Constitution prévoit? Est-ce qu'on peut éviter, est-ce qu'on risque de faire autre chose que ce que prévoit le texte fondamental? Écoutez, lorsque le président décède, c'est un moment fort dans la vie d'une république. Peut-être que je voudrais faire une précision avant de répondre à votre question, à ce que venait de développer Alex Lépi, pour indiquer que la continuité de la fonction présidentielle n'interdit pas ou n'arrête pas la vie politique de l'État. Les ministres vont continuer de signer les actes qui seront valides. C'est-à-dire que ce n'est pas en l'absence du président que la vie politique s'arrête. Non, elle continue. C'est pourquoi on pose le principe de la continuité de la fonction présidentielle. Maintenant, quelle est l'hypothèse? Je disais tout à l'heure que, et peut-être que, et là je renchéris sur un des points développés par Maître, pour indiquer que pourquoi ne pas éviter les problèmes? Parce que quand il faut commencer à supputer sur le point de savoir si ce n'est pas le RGPS, c'est tel, pourtant c'est clair. Les autres de la Constitution, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, est la loi fondamentale à l'intérieur duquel on devrait trouver toutes les solutions possibles. Vous voyez, parce que quand ça laisse le flou perdurer,
on peut tomber dans les situations complexes où, comme on a vu dans beaucoup de pays que j'ai cités tout à l'heure, le président, bon, on attend, c'est 7 mois plus tard, c'est 2 mois plus tard, c'est 1 mois, 8 mois plus tard qu'on sait qu'il est décédé. Or, si les mécanismes sont clairement définis dans la Constitution, je pense que ça va aller très rapidement. Alors, quelle est l'hypothèse? Si aujourd'hui, les hypothèses de mise en jeu de notre vacance ne sont pas respectées, ce qui va se passer clairement, c'est que ça revient à un développement que je faisais. Bien évidemment, l'armée peut reprendre le pouvoir. L'armée peut reprendre le pouvoir parce qu'il faut le dire, c'est vrai, l'option des coups d'État en démocratie n'est pas une option convenable, puisque le coup d'État est d'abord un mécanisme anticonstitutionnel et anticonventionnel d'accession au pouvoir. C'est interdit, mais il faut savoir qu'à un moment donné, maintenant, le coup d'État peut être légitimé en démocratie s'il devient une solution à une crise institutionnelle ou une solution à une crise constitutionnelle. Et vous avez souvent vu qu'à un moment donné, lorsque le chef de l'État peut mourir, comme le cas du Tchad nous parle, vous vous rendez compte que les nouveaux acteurs politiques mettent la Constitution au frigo, elle n'existe plus, ils créent une charte qui, en lieu et place, abroge ou bien suspend la Constitution en vigueur. Ça fait de sorte que c'est la nouvelle charte, considérée comme charte de transition, qui prévaut et qui détermine désormais le fonctionnement des institutions. Donc on peut vivre une pareille hypothèse au Cameroun où des acteurs nouveaux, peut-être ça peut être des acteurs constitués qui peuvent prendre le pouvoir et organiser certainement les élections dans peut-être les délais. Mais ce qu'il faut dire, c'est que l'option militaire est plus probable parce que on se rend bien compte que si les civils ne peuvent pas récupérer l'affaire de manière conventionnelle et constitutionnellement reconnue, l'armée peut en réalité se substituer et organiser les choses naturellement pour qu'on sorte véritablement, puisque lorsqu'ils prennent le pouvoir, c'est pour les restituer aux civils parce que nous sommes dans un régime civil. D'accord. Maître Biliga, Oui, la même question. je voudrais dire deux ou trois choses. La première, donc qu'on ne prenne pas le cas de Kennedy. Kennedy a été assassiné devant tout le monde. Donc on ne pouvait pas cacher la mort de Kennedy. Donc il faut vraiment écarter cela. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que le professeur docteur Duzon et Somba, la Constitution donne, il y a un serment pour le président de la République. Celui qui est président suppléant, c'est-à-dire dans le texte on dit intérim, est président de la République. Il est président de la République. Vraiment, la seule différence, c'est que, comme la Constitution dit, il ne peut pas modifier la Constitution, mais il est président de la République. C'est-à-dire qu'il va prêter serment dans les mêmes conditions que le président qui a été normalement élu. Je crois que cela doit être clairement indiqué comme ça. Oui, mais maintenant, je ne vous coupe pas. Regardez, il serait président de la République si il est intérimaire. Vous voyez? Or, dans le cas de l'espèce, il assume juste la suppléance. C'est pourquoi dans les deux expressions, il faut faire très attention. Si on le considère comme intérimaire, ça veut dire qu'il achève le mandat du président. Oui, peut-être qu'il y a un problème. Voilà, vous voyez, donc il faut... Peut-être qu'il y a un problème au niveau des termes, voilà. Mais il assume les fonctions de président. Mais il prête serment. Mais le serment qui est également, c'est encadré, puisqu'il assume ses fonctions, mais il ne peut pas changer le oui, mais c'est ça que je l'ai encadré, mais pour pouvoir les assumer, il doit prêter serment. Et ce serment, c'est dans les mêmes conditions que le président qui a été... Il n'est donc pas président. Parce que s'il peut avoir des limitations pareilles, maître, qu'il ne peut pas modifier le gouvernement, il ne peut pas se porter lui-même candidat. Ça veut dire que ça pose déjà un problème. Non, il est président. Puis sur les actes qu'il va poser, avant de les poser, il doit avoir prêté serment. Il est président, il prête serment. La deuxième chose... S'il te plaît, est-ce que dans le cas de cet intérim-là, il peut par exemple engager l'État, par exemple, dans le cas d'une guerre? C'est-à-dire que la seule mission qu'il a en tant qu'intérimaire, c'est d'organiser les élections. Tout simplement. Il organise l'élection, le gouvernement continue à exister. La différence, ce qu'on lui demande, c'est de ne pas modifier, et même qu'il peut modifier. Mais la question, la composition du gouvernement. dans ce développement, maître, il peut même modifier le gouvernement. S'il peut modifier la composition du gouvernement, ça veut dire qu'il est le patron du gouvernement. Il est donc, le Cameroun, comme tu dis, il y a une continuité de service. Le pouvoir n'est pas vacant, le travail continue. Donc, ce point-là, pour moi, je ne pense pas qu'il y ait un problème. Je voudrais, tout à l'heure, tu as évoqué le cas de vacances, peut-être de l'hésitation, qui pourrait permettre aux militaires de prendre le pouvoir. Moi, je dis, je donne un cas. Ce n'est pas forcément l'hésitation. Même sans hésitation, même sans problème entre les civils, même lorsqu'on applique la Constitution, si les militaires veulent prendre le pouvoir, ils peuvent le prendre. Je donne un exemple banal. Sékou Touré meurt.
lui, Beago, prend le pouvoir le 26 mars 1984. Quelques temps après, je crois le 3 avril 1984, il y a un coup d'État de la Lansana Conté. Or, monsieur Louis Beagui avait pris le pouvoir dans le cadre de la Constitution, en application de la Constitution. Bien entendu. Voilà un exemple. Et même lorsque la Lansana Conté est déposée par Moussa Dadis Kabara, il y a, je veux dire, et à ce moment légalement, on est dans l'option d'une transmission de pouvoir d'une manière constitutionnelle. Mais il vient faire le coup d'État. Donc le coup d'État n'est pas forcément parce qu'on n'aura pas transmis le pouvoir de manière constitutionnelle. C'est-à-dire que si quelqu'un veut faire un coup d'État, il le fera. Même si on n'a mis un civil là, on va le bousculer quelques temps après. Bon, moi, je dis et je répète, et monsieur du MRC doit le comprendre, lorsque ce qui est important, c'est la sécurité du pays. Si le président de la République n'est pas là, on ne va pas se précipiter pour dire, sauf si cela a été fait au vu de tout le monde, on prend le minimum de dispositions. C'est ce qu'on a vu au Gabon, ce qu'on a vu un peu partout, où on met la police, la gendarmerie, etc., pour protéger un certain nombre d'édifices publics, etc., avant qu'on annonce la blocure. Cela est logique. Je ne vois pas pourquoi cela doit, pour vous, être considéré comme étant un pays où on ne respecte pas les lois, ou bien c'est un pays différent des autres. Non, pas du tout. Aristide Bitoga, sur la même question, je veux dire, quel scénario probable qui pourrait se voir au Cameroun? Je vous ai dit que le paradigme qui gouverne l'écriture de la Constitution de 1996 était adossé sur l'immortalité du président de la République. Même dans les rêves les plus fous des apparatus du système, ils ne sont même pas sûrs que ce bonhomme peut mourir. Ils n'y croient même pas. Parce que toutes ces mises en garde, ou du moins tous ces vides que des éminents constitutionnalistes sont en train de mettre en évidence, vous avez une seule fois l'impression que les différentes révisions qu'on subit en cascade chaque fois qu'il faut maintenir le chef de l'État à la tête de l'exécutif ont pu permettre de se pencher sur ces questions. Or, on doit pouvoir au moins intégrer la dimension liée à l'âge du personnage et se dire qu'à tout moment, ça peut nous arriver. Et les vides de 1996 qui sont aujourd'hui constatés et probants, on peut tout au moins se les harmoniser. Parce que quand M. Nguepi du MRC nous dit que la femme du chef de l'État ou son fils peut dire que leur papa est mort. Mais ça, c'est des attitudes villageoises. Le décès d'un homme n'est constaté que par le certificat des gens de mort. C'est-à-dire que combien de fois on a donné le chef de l'État mort dans ce pays? Est-ce que ça a amené le juge constitutionnel à prendre acte du décès du chef de l'État? Mais on nous a servi des photos, des vols qui démontraient que le chef de l'État était mort, avec preuve à l'appui. La preuve qu'un éminent homme politique était allé jusqu'à saisir même l'Assemblée nationale pour lui dire de constater la vacance, que le type était mort, il avait des preuves à l'appui. Mais tant que le juge constitutionnel n'a pas devant lui le certificat de gens de mort, je vous dis que même si la personne est couchée la mort, le juge constitutionnel vous dit que non, il est couché. C'est qu'il a beaucoup mangé, il est en train de dormir. Oh, quelqu'un est mort. Parce que c'est le médecin qui peut, avec un certain nombre d'éléments, pouvoir... Juste une seconde. Et là, tu touches un point qui a été développé par le docteur Essomba, en disant qu'il ne voit pas un médecin qui va dire que le président est mort. Toi, c'est logique ce que tu as entendu dire. Mais c'est moi qui l'ai dit, et j'assume. Non, mais tu ne peux pas assumer. Tu ne peux pas assumer une chose pareille. Pourquoi? Parce que lorsque le président, j'ai dit tout à l'heure, moi j'ai même parlé même pas de la mort, j'ai parlé même de l'incapacité seulement, c'est-à-dire du constat de l'incapacité physique à pouvoir avorter. Je veux dire que lorsque le cas arrive, il y a des médecins qui sont chargés de le faire. On l'a vu en Tunisie, on pourrait nous dire que c'était un coup d'État médical comme l'a appelé, mais il y aura les médecins, si par exemple ils meurent aujourd'hui, peut-être les médecins vont écrire comme ils ont fait au Burkina Faso, en disant que Sankara est mort de mort naturelle, alors qu'on voyait comment mais il y aura quelqu'un pour écrire. Mais dans une autre vie que celle d'enseignant, j'ai été au cadre au ministère de la Santé publique. Et j'ai parfois vu des médecins devant des cas de hauts fonctionnaires de ce pays qui sont à Kondengui, qui étaient malades, et dont on attendait que l'avis d'un médecin pour l'évacuation sanitaire. Des médecins ont refusé de se prononcer
disant que ça ne peut pas être moi qui vais signer pour dire que tel ministre, il faut qu'on l'évacue. C'est pas le même cas. Mais pour vous dire que je ne parle que d'un cas d'évacuation, c'est-à-dire que le médecin n'arrive pas à se prononcer parce qu'il se dit que si c'est moi qui va être pris comme celui qui a validé la sortie, ça va me suivre dans la carrière. Je vous parle des faits. Maintenant, donc, pour quelque chose d'aussi fort, que là, ce n'est même pas un cas de maladie, c'est que le type-là est mort et nous constatons qu'il est mort et donc il faut que le processus constitutionnel puisse suivre son cours. Je vous dis que le juge constitutionnel, tel que cette constitution a été taillée, c'est sur lui que repose l'avenir de ce pays dans le cas de la mort que nous ne souhaitons pas. C'est pour ça que nous restons au niveau du PCRN accrochés au respect des institutions. Parce que les institutions doivent être au-dessus des individus, et c'est ce que Maître Luison aime souvent à dire, les institutions doivent être au-dessus de nos sensibilités, de nos affinités, pour que ce qui doit être fait, que cela soit fait. C'est pour ça que, Maître, moi je plaide pour que tous ces vides qui subsistent aujourd'hui, la preuve que nous avons un gouvernement où le RGPR donne l'impression que, après le chef de l'État, c'est lui. Et donc, il peut, dans le cas que nous soulevons ici, mettre amène le directeur de cabinet civil, le Premier ministre, le porte-parole du gouvernement, pour gérer, je ne sais pas comment ça peut s'organiser, pour se trouver en train de gérer un certain nombre de choses comme bon lui semble. Et le scénario que vous évoquez, l'armée n'aime jamais le flou. Parce que dès que l'armée se rend compte que les civils sont en train de tâtonner, à hésiter, et ils sont prêts. Et c'est ce scénario qu'il faut éviter. Parce que quand vous regardez même les Camerounais dans leur grande majorité, personne n'y croit à la suppléance du président du Sénat actuel. Non. Là, également, là, c'est l'anthropologue qui parle. Parce que également, il y a des Camerounais qui ont les regards portés sur la presse. Non, c'est pas un faux problème. Et monsieur docteur Sombapé de dire, est bien précise. Si ce n'est pas le président du Sénat, le premier vice-président, par ordre protocolaire. Donc, il n'y aura pas... Mais le Tchad nous parle où l'intérimaire a dit, après la mort de Déby, qu'il est malade, sa tête est malade, il ne veut pas s'engager dans cette affaire. C'est un déni de fonction. Mais c'est pour vous dire que ces dénis de fonction ne sont pas à exclure. C'est pas parce qu'il n'y a pas la Constitution. Pas parce que ce n'est pas dans la Constitution. Le problème, ce n'est pas celui-là. Vous dites comme si la Constitution ne permettait pas cela. Je vais chuter, mais... Parce que s'il y a un être humain comme le président du Sénat... Mais justement, le débat, c'est au-delà de la Constitution. C'est ce que j'ai entendu dire. Voilà ce qu'on est en train de dire. La Constitution a prévu un certain nombre de mécanismes. Nous sommes d'accord. Mais rien n'empêche que ce mécanisme ne soit pas mis en pratique pour une ou une autre raison. D'accord. Et c'est ce qu'on dit. Les éléments que moi je soulève, Dipita, c'est des éléments liés au vide dans ce qui doit se faire. Et je dis que c'est des choses qu'on peut rattraper. Je passe sur le contrôle du docteur Luison, c'est-à-dire qu'on peut introduire à l'Assemblée nationale des révisions allant dans le sens, effectivement, de mieux encadrer ces éléments-là. Parce que je vous dis que le vide ne profite pas à la démocratie. Le vide profite à des situations où donc, vous verrez dans une armée qui va se dire, comme le pouvoir est dans la rue, et bon, pour sécuriser ce pouvoir-là, il faudrait que c'est nous qui prenons les choses. Donc, maître, moi, je ne suis pas dans des schémas vraiment apocalyptiques. Moi, je dis, on a encore le temps, dans le cadre d'une session parlementaire, d'introduire un texte qui permet de mieux organiser ces éléments, de corriger, surtout que des travaux de recherche ont été faits là-dessus et on peut s'appuyer sur ces données probantes pour régler cette question, maître. Moi, c'est mon avis. Oui. Nous, au PC, nous sommes fortement attachés au respect des institutions. Je tiens à rappeler que le Cameroun fait partie du village monde. La démocratie même, on vous dirait que le monde soit un village. Donc, une nature villageoise, c'est une nature démocratique. Juste pour vous clarifier dessus. Maintenant, il faut rappeler que je suis surpris du rétropédale du PCN, de cette danse Bafia. C'est-à-dire, il explique quelque chose au contraire. Oui. Quand j'ai évoqué le fait que son épouse pouvait annoncer la mort, c'est l'annonce. Ça veut dire le fait qu'elle le dit, vous direz donc, puisqu'il dit très bien, il fait comprendre qu'il est difficile pour un médecin d'ouvrir, de sortir un secret des gens, de mort, n'est-ce pas? Mais alors son épouse dit que mon mari est décédé. Alors dans ce cas, ça va donc ouvrir la porte au juge constitutionnel
d'exiger sur ces Mais pères de sachant famille. que l'épouse Non. ne joue, je vous relance. Ben, permettez-moi. Sachant que l'épouse ne joue aucun rôle constitutionnel. Bien sûr, j'arrive. Est-ce que ce n'est pas un Non, peu tiré par les cheveux? permettez-moi un peu, parce Oui, que allez-y. ici, la Constitution n'a pas prévu un mécanisme qui prononce la mort de l'État. Mais il a un homme, il est marié, il a un mari, il a un père de famille. Donc, si l'épouse de M. dit mon mari est décédé, bishop chef de l'État, ça ouvre des possibilités. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'elle fournisse un certain de mort. Donc ce problème souhaite balayer. Donc n'importe qui peut le faire, un proche peut le faire, ou bien ça peut être le Premier ministre, le chef du cabinet civil, ça peut être le secrétaire général de la présidence publique, qui peuvent le faire, mais c'est clair que l'annonce du décès d'un individu ouvre forcément la possibilité au secrétaire général de mort, dont la personne ne se pose pas. Juste que si elle annonce, alors le juge va exiger qu'elle fournisse la preuve c'est le secrétaire général de mort. Donc ça, ce n'est pas un débat où on va inciter les gens sur ce plateau maintenant. Et pour aussi dire, c'est que en aucun moment, le MRC a dit que M. Biapoté est décédé. Il faut qu'on soit clair. Mais comment du MRC Non, sur le permettez-moi, plateau, vous avez cité d'un candidat en nous indexant. Non, j'ai dit un homme Alors, politique. permettez-moi, s'il vous plaît, et nous sommes les seuls qui avons eu à parler du gré à gré. Vous avez parlé de cela. J'ai bien donc dit, en aucun moment, le MRC a eu annoncé... Bon, juste un rappel, pour un rappel mémoire, ça peut nous avoir échappé. Quelle est la raison pour laquelle le MRC entendait saisir... Avait saisi non, pas entendait. justement, avait saisi le c'est président pas pour les Assemblée questions. Je vais d'abord vous rappeler ceci, que le gré à gré, nous avons décidé de parler. Saisir le président national ne veut pas forcément que je t'ai décédé. On veut faire croire aux Camerounais que le mandat d'un président public prend fin lorsqu'il décède. Non, ça peut aussi être par incompétence. Ça peut aussi être... c'est l'incapacité. Non, l'incapacité, l'incompétence. Lorsque le président public a passé presque 45 jours ou 30 ou 40 jours sans être dit par le peuple camerounais, sans sortir des décrets, alors le citoyen camerounais est à mesure de se poser des questions où se trouve son président. Et c'est pourquoi est-ce que vous voyez que le président de la République, chaque fois, il sort des décrets à intervalles réguliers de chaque 3 semaines pour dire je gouverne par décret et par moment on nous sort une vidéo là sur la satellite pour dire qu'il est là. Parce que si effectivement, au bout de 45 jours, comme ailleurs, dans l'esprit de la démocratie, on ne voit aucun signe de vie, ni décret, aucune réception du président de la République, il ne se montre pas physiquement auprès de la population, alors n'importe quel citoyen peut estimer que le président de la République n'est plus en mesure de gouverner ou bien qu'il a vacance du pouvoir et peut saisir le juge constitutionnel ou bien demander au président du Sénat de constater. Donc il ne faudrait pas qu'on vienne sur ce plateau faire croire aux Camerounais que c'est juste le décès et insulter encore quand un ancien de l'université. Donc c'est important de le préciser. Et je voudrais aussi faire comprendre que la vacance du pouvoir, hein, l'idée de l'armée doit être balayée. L'idée de l'armée doit être balayée parce qu'on veut faire croire aux Camerounais que le fait que la plus décède, pour des raisons sécuritaires, soit le pouvoir vacille. Dans un gré à gré, après 4-5 jours, que le RDPC, on dit, bon, tel va gouverner, on met la conscience à plat, on crée un gouvernement, ou bien, à défaut, ça ne se produit pas, l'armée pourra prendre. Donc, l'armée ne peut pas prendre les rênes au Cameroun. En tant que démocrate, c'est strictement interdit. S'il y a vacance du pouvoir, seul le président du Sénat ou l'autre protocolaire devrait prendre le pouvoir. C'est ce qui est prévu et c'est pour ça que nous militons. Il ne faudrait pas qu'on laisse croire ou bien qu'on laisse passer une compréhension subliminale. Il fait croire aux Camerounais que l'armée n'arrange pas, l'armée détruit. Merci, c'est compris. Et il faille donc que le docteur Somba rectifie cela. Même évoquer cela, c'est faire croire, c'est faire mettre dans la tête des États généraux qui peuvent gouverner. L'armée n'a pas de capacité et ne peut pas gouverner ce pays. Docteur Somba. La gouvernance appartient aux civils, pas des mécanismes constitutionnels établis. Et le plus important est de les respecter. Deux choses. D'abord, parlant de Kennedy à l'époque, on se souvient, et c'est d'ailleurs un généreux téléspectateur qui nous le rappelle, que pour la continuité, le vice-président Johnson, si mes souvenirs sont bons, avait prêté serment. Il a achevé le mandat. Oui. Donc c'est un scénario qui peut se faire. Mais la question que je voulais mettre, c'était de se dire, à côté donc de ce schéma constitutionnel qui a quand même un aperçu, la Constitution dit un certain nombre de choses, même si ce n'est pas définitivement, je veux dire, dans tous les contours maîtrisables. À côté de cela, il y a quand même un certain nombre de partis politiques qui sont du pouvoir, dont le RDPC est allié, mais que et aussi l'opposition. Alors, dans un scénario comme celui-là, la classe politique, la société civile, comment on se comporte? Oui, je voudrais, M. Dipita, faire une précision pour dire à Alex Guépi que la question que vous avez posée nous amène à sortir de la Constitution.
C'est-à-dire qu'à partir de là, on n'est plus dans les mécanismes constitutionnels Absolument. reconnus. Alors, il était question de rechercher donc quelle hypothèse. Et l'hypothèse de l'armée n'est pas exclue. Nous avons, écoutez, M. Alex, il y a des pays où l'armée a fait le coup d'État et a restitué le pouvoir aux civils. On l'a vu, le Ghana. Par exemple, le Ghana, il y a plein de pays. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est gênant, c'est que l'armée fait le coup d'État et se conserve définitivement au pouvoir. C'est ça qui gêne. Mais si elle peut prendre le pouvoir, c'est pourquoi c'est un rôle salvateur, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le cadre justement d'apporter une solution à une crise institutionnelle. Si le président décède là, nous venons de voir toutes les difficultés qu'il y a à mettre en œuvre toutes les hypothèses prévues pour la vacance. Imaginez-vous qu'il peut donc avoir des blocages. Et quand il y a blocage, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez aujourd'hui toutes les velléités qui sont portées sur les questions de dévolution du pouvoir. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure que des questions aussi sensibles comme celle de la dévolution du pouvoir ou de l'acquisition du pouvoir devaient être réglées dans la Constitution pour éviter, bien évidemment, tout ce qui peut produire, tout ce qui peut se produire après. Parce que, regardez, si tous ces vides que nous venons de relever ne sont pas comblés, écoutez, le président on fait 7-8 mois, on n'est pas au courant. Mais imaginez-vous ce qui peut survenir. Donc, M. Alex puis la question des députés consistait donc à nous dire, on sort des mécanismes de la Constitution, on pense à quelle hypothèse. C'est d'où on a réfléchi que, en fait, dans les cas d'expérience, d'école que nous avons souvent vu, on constate que c'est l'armée qui reprend et organise véritablement les élections et cède le pouvoir aux civils. Alors, maintenant, là, vous avez posé une question. Oui, sur les autres acteurs de la vie politique. Ce qui se passe, en fait, oui, les partis politiques, la société civile, on le sait, jouent des rôles importants dans le cadre de la vie politique. Mais en situation de crise, dès que la crise naît, on se rend compte que ça devient une affaire des acteurs politiques constitués, c'est-à-dire que qui sont rapprochés. Je vous relance. Est-ce qu'on peut considérer, sachant que la Constitution l'a prévu, est-ce qu'on peut considérer la vacance comme une situation de crise? Mais bien entendu. D'accord. Bien entendu. C'est-à-dire que de crise parce que non seulement avec, vous voyez toutes les trois hypothèses que nous avons longuement développées ici qui démontrent à suffire qu'elles sont difficilement mises en œuvre. Parce que quand, par exemple, Alex Guépé dit que l'épouse peut annoncer, non, l'épouse ne fait pas partie des corps constitués. On peut ne pas prendre cela en considération. Ça peut même être un leurre, même si c'est son fils qui annonce, ça peut être un leurre. Donc, les seules personnes encore crédibles, là, je peux rejoindre le développement fait tout à l'heure par mail pour dire, ça peut être le directeur du cabinet civil, ça peut être le porte-parole, ça peut être le secrétaire général, qui sont des corps constitués de la nation. Or, quand c'est l'épouse, on va dire, bon, c'est l'épouse, bien entendu. C'est-à-dire que l'épaisseur, oui. Non, mais l'épouse ouvre des voies à plusieurs possibilités. Parce que peut-être l'épouse, le fait qu'elle annonce de laisser son mari, alors ça ouvre dans la question de la vacance du pouvoir et elle devrait prouver. Et elle peut le dire, mais il faudrait qu'elle sorte sur quel décès. Mais cependant, elle n'a pas de qualité d'annoncer le décès. Voilà, vous revenez dans... Non, c'est clair. Mais en tant qu'épouse, elle peut annoncer le décès de son époux. Et d'abord sur le pot avant de prendre la publique. Et peut-être de seconde à seconde. Et dans ce cas, une seconde donc, volée, nous sommes en train de regarder. Je vais également voler une seconde. Ce serait quoi l'intérêt de l'épouse du chef de l'État actuel de se précipiter à annoncer? Nous sommes dans les possibilités. Non, mais vous développez des hypothèses improbables. Ce serait quoi? Tout à l'heure, vous avez fait comprendre qu'aucun juge, aucun médecin ne peut... En donnant la parole à... C'est dit que si l'épouse annonce, alors... Docteur, moi je vous renvoie la parole, mais je pose la question à M. Nguépi. Ce serait quoi l'intérêt de l'enfant ou de l'épouse du chef de l'État pour se non, c'est précipiter bon, Alex. Et l'intérêt du cabinet civil, ce serait quoi? Ce qui va se passer, c'est que les partis politiques vont actionner le jeu de la conquête du pouvoir. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une situation de crise, il y a un problème de succession à la tête de l'État. Les partis politiques vont se mettre en éveil, la société civile, tout le monde montera au créneau. Parce que quand on évoque l'idée de ce que tout parti politique a vocation à l'exercice et à la conservation du pouvoir, c'est connu. Donc, s'il y a un moment de vacances présidentielles, la question que vous posez m'amène donc à vous dire que tout simplement, les partis politiques vont se mettre en action pour chercher à conquérir le pouvoir. Et peut-être ce sera par la voie d'une organisation transparente et sincère des élections. C'est la question de sortie de ce thème. Les autres acteurs politiques. Alors, les autres acteurs politiques, nous, au PCRN, nous ne nous limitons pas à prendre les photos du chef d'État, à tracer des flèches démontrant que c'est des montages Photoshop et autres là. Nous sommes dans l'hypothèse que ça peut arriver. D'accord. Et donc, la démarche qui est celle du PCRN, c'est de travailler à implanter le parti, première chose, de continuer à faire ce que nous savons faire, amener les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales,
même si parfois c'est dans l'opposition que des voix dissonantes nous parviennent pour dire que c'est une connerie d'amener les Camerounais à s'inscrire. Sauf que nous croyons qu'il faut continuer à augmenter cette masse critique des Camerounais qui s'inscrivent parce que, comme Ngepi l'a dit, dans une démocratie, la carte électeur est l'arme de la démocratie. Ce n'est pas le bavardage, ce n'est pas les gros discours qui peuvent infléchir les choses. Et donc, les partis politiques qui sont conscients que ça peut arriver doivent être là en train de travailler à implanter le parti, à inscrire les Camerounais et à éduquer les masses. Parce que la plupart du temps, les gens ont l'impression que parce que le chef de l'État meurt, il y a une subite conscience citoyenne qui peut amener les Camerounais à se soulever. Devrais-je rappeler sur le plateau que les mouvements de masse ne sont jamais des mouvements qui sortent de nulle part. Il y a toujours un construit parce que des gens ont été éduqués à la chose politique, des gens ont été éduqués au combat citoyen, aux revendications citoyennes. C'est ça qui donne la force aussi bien à la société civile qu'aux partis politiques. Le moment venu de se dire nous sommes dans un cadre de vacances, il y a une élection qui est en train d'arriver, que les Camerounais se mobilisent pour aller à cette élection. Parce que après la vacance, le texte de loi est clair. C'est l'élection qui va se faire dans les 60 ou dans les 120. Et s'il y a une élection qui va se faire, elle doit pouvoir se faire avec non seulement des partis politiques qui sont parés pour le combat, et des Camerounais qui sont conscients des enjeux et qui vont véritablement s'engager pour que les choses puissent basculer d'un camp à un autre. Donc, nous devons être conscients que ça peut arriver et il faudrait que nous puissions travailler sur le terrain pour ne pas être surpris par de tels scénarios. Les autres acteurs. D'abord, je tiens à indiquer que le président Johnson a prêté serment dans l'avion parce qu'il était dans un tandem avec le président Kennedy. Ils ont été élus. Donc, c'était un scrutin de liste. De la même manière, on l'a vu au Nigeria avec le président Oumarou qui est mort, qui a été remplacé par Goodluck Jonathan. Ça veut dire qu'en fait, c'est le processus de cette manière-là. On a eu en Côte d'Ivoire un processus légèrement différent. Parce qu'en Côte d'Ivoire, celui qui devait remplacer le président de la République, intérimaire, finir le mandat. Là, c'est le président de l'Assemblée nationale. Alors, il s'est trouvé que après la mort de Fred Boigny, pendant qu'il était malade, je veux d'ailleurs dire, l'actuel président de Côte d'Ivoire qu'on appelle Ouattara était Premier ministre. Donc en fait, il avait l'effectivité de pouvoir. Donc lorsque vous regardez la transition de pouvoir qui s'est passée après la mort du président Fouette, ça ressemble à un coup d'État. Parce que les militaires ont accompagné le président Bédier à la télévision pour prendre le pouvoir en réalité. Donc c'est le scénario qu'on doit pouvoir éviter dans notre pays. Notre pays a choisi une option qui consiste à dire que si le président n'est pas là, et il y a le président de l'Assemblée, le président du Sénat, ou par ordre protocolaire, la personne qui vient juste après. Et elle organise. Nous, au niveau du RDPC, nous sommes en campagne permanente. D'une manière permanente, nous sommes en campagne. Nous préparons toutes les hypothèses, même comme nous savons que Dieu est là, il va continuer à nous protéger notre président de la République. Mais nous avons, oui, on a vu, comme tout à l'heure vous disiez, qu'il y avait les flèches qu'on montrait partout, en disant que non, ça c'est faux, c'est pas lui, c'est un malade. Monsieur Ngepi, il faut assumer vos actes. Donc, si vous dites que le président est mort, dites-le. Ne venez pas dire au tableau que vous n'avez jamais dit ça. Tout le monde, nous sommes des Camerounais, nous lisons, nous regardons la télévision, nous lisons ce que vous faites. Même tout à l'heure, là, vous allez encore sortir ça. Là. Même si on demande demain avec quelqu'un, vous allez dire que non, c'est pas vrai, c'est un sosie, etc. Non. Je pense qu'on ne souhaite pas la mort d'une personne, même si c'est votre pire ennemi. Alors, donc, nous sommes pour les vivants. Nous ne faisons pas la politique, ce qu'on appelle des groupes politiques, qui veut qu'on surfe sur les morts des gens pour pouvoir exister. Donc je dis, nous préparons toutes les hypothèses. Nous avons 60 et 120 jours. Nos tests veulent que ce soit un candidat qui a été investi par le parti. Et comme nos tests disent que pour être investi par le parti, le candidat naturel pour l'élection présidentielle, c'est le président du parti. Donc, quelles que soient les circonstances, nous aurons suffisamment de temps, dans le délai de 120 jours, pour faire un congrès qui va désigner notre représentant aux élections. Et nous allons tout faire pour pouvoir continuer le bon travail que nous faisons jusqu'à présent. Alex Ngepi, vous terminez. Je tiens à dire, ce qui est important ici, nous, MRC, nous n'allons pas fait dans l'opposition de l'opposition. Nous sommes là pour construire. Nous sommes là
enfin d'amener le peuple camerounais à comprendre qu'il y a des enjeux, qu'il y a des choses qui se passent dans les officines noires et qui voudraient retirer le pouvoir que le peuple accorde à un mandataire, à un élu. C'est pour ça que nous disons l'hypothèse de croire ou de penser que s'il y a vacance du pouvoir au Cameroun, quelqu'un d'autre que le président du Sénat ou l'autre protocolaire peut prendre n'est pas envisagé. Nous disons non à cette hypothèse-là. La seule hypothèse crédible, c'est la conscience du Cameroun. Nous ne sommes pas des Tchadiens, nous ne sommes pas des Gabonais ou des Togolais, nous sommes des Camerounais et nous nous attachons fièrement à notre constitution. Tous ceux qui veulent faire croire au peuple camerounais que la sécurité de l'État pourrait permettre qu'un individu qui ne respecte pas l'ordre protocolaire, l'ordre constitutionnel, puisse gouverner au Cameroun est inadmissible. Et d'ailleurs, si ça se produit, le peuple camerounais devrait prendre ses responsabilités. Et dans cela, l'armée n'a rien à faire. L'armée est celui qui est aux côtés du peuple. L'armée protège le peuple. L'armée devrait se rassurer que l'ordre protocolaire puisse être, que l'ordre constitutionnel puisse être respecté. L'armée n'a pas de carte à jouer en tant qu'institution qui devrait achever cet intérim. Donc, cette hypothèse doit être carrément enlevée. Juste la Constitution devrait faire foi. Je pense que c'est le thème qui nous a amenés dans cette hypothèse, le thème du sujet de ce soir. Ça vous arrange, je sais. Faut donc pas. Alors, qui vous arrange de l'autre côté, c'est qui de mystifier le Camerounais me surprend sur le fait que quelqu'un prend le pouvoir. Mais monsieur, nous parlons des choses qui sont possibles. Il ne faut pas faire dans la démagogie. Il ne faut pas faire dans la démagogie. Alors, cela rappelle donc que le RDPC a échoué dans sa mise en place des c'est compris, merci Alex. C'est carrément écarté. Oui, on vous a compris là-dessus. Moi, je suis très surpris que quelqu'un qui n'a jamais été aux élections, qui parle du peuple camerounais. Le peuple camerounais est planté par ceux qui ont un mandat électif. Vous parlez toujours du peuple camerounais comme si vous étiez même peuple camerounais. Vous êtes quel peuple camerounais? Votre parti n'est même pas allé aux élections. Il n'ira même pas en 2025, puisque si la Constitution n'est pas changée. Vous avez dit que vous pouvez parler tant qu'on n'a pas changé la Constitution. Si la guerre du Nord-Ouest et du Sud-Ouest n'est pas terminée, vous n'irez pas aux élections. De quoi vous vous amenez? Mais laissez les gens qui sont dans... Mais ils peuvent participer au débat, même s'ils vont Oui, mais non, mais seulement il ne faut pas dire que le peuple camerounais a dit que le peuple camerounais, ils ne peuvent pas représenter le peuple camerounais tant qu'ils n'ont pas un pouvoir électif. Merci, maître. On va prendre la transition et on revient sur le deuxième thème. Mais je vous relance. Parlons des task force. Le gouvernement est-il en faillite? Ou le gouvernement a-t-il failli? Je crois que c'est la meilleure formulation. Lorsque vous dites le gouvernement, vous parlez de quoi? Puisque la task force, c'est toujours le gouvernement qui est en train de le faire. C'est-à-dire, le gouvernement, je veux dire, quand je parle de gouvernement, je parle de manière globale. Le président... Ce sont les acteurs du gouvernement sans forcément être le gouvernement. Non, je ne parle de manière globale. Non, il y a une chose qu'il faut noter. Il faut avoir l'humilité de ça, de reconnaître qu'on peut, à un certain moment, par exemple, poser des actes qui peuvent être rectifiés. Il faut avoir ce courage. Donc, si les task forces sont nées parce qu'on a constaté, et ça c'est la réalité, que les personnes qui étaient chargées d'implémenter, par exemple, un certain nombre d'actions dans le cadre de Covid, par exemple, ou encore on a vu dans le cadre de la CAN, ont peut-être posé des actes qui n'étaient pas de nature à être, à permettre l'optimisation des moyens mis en place pour la réalisation des objectifs. On l'a vu, vous avez suivi dernièrement qu'il y a un document qui circulait dans lequel le ministre d'État était, il était demandé au ministre, lui s'était demandé au secrétaire général, la présidente de la République, de donner le dossier qui accompagnait la correspondance qui lui avait été adressée, tendant à faire engager des poursuites contre certaines personnes qui auraient été impliquées dans la gestion des fonds Covid. Donc je veux dire que si on se rend compte que les personnes à qui on a confié un certain nombre de missions ont été défaillantes, il est tout à fait normal que la hiérarchie, parce que en réalité c'est la hiérarchie, puisse voir si on peut rectifier cette défaillance ou cette omission en confiant en cas dans le task force. Moi je pense qu'il faut voir ça de cette manière-là. C'est-à-dire que, c'est de l'humilité. On reconnaît qu'on peut fauter.
Nous ne sommes pas on n'a jamais prétendu que nous avions la science infuse. Il y a certains partis politiques où, dès qu'on est là-bas, on est le plus intelligent. Chez nous, c'est pas ça. On peut se tromper. Et si on peut se tromper, on a le temps de pouvoir rectifier. Je n'ai cité aucun parti. Donc, ce que ça Il se sent mauvais, ce mouche. Ici, Mitoga. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer, je veux dire que cette multiplication des task force, on l'a vu pour la CAN, une CAN qu'on a obtenue très loin en avant, pour laquelle elle a été confirmée. On a vu la CAN féminine ici, et puis à la dernière minute, lorsque la Coupe d'Afrique des Nations doit se jouer, avant le décalage, le glissement, on observe une task force qui est mise en place. On a vu comment le gouvernement a pris à bras le corps la question de la Covid, dès l'entame de cette pandémie, l'arrivée de la pandémie au Cameroun, et puis ces dernières semaines, il y a un task force qui est délocalisé de la primature pour la présidence. Je me dis, qu'est-ce qui peut le justifier? Deux ou trois choses à votre réponse, mais peut-être avant cela, il peut être intéressant pour le commun des Camerounais qui suit votre émission, peut-être d'expliquer ce qu'on entend par task force. Absolument. Et là, il faut comprendre que c'est dans le jargon militaire que la notion de task force a été développée et plus tard reprise dans la gestion des politiques publiques dans des synonymes du genre commission, comité et tout ça. Parce qu'en la réalité, la task force ou le comité, c'est un groupe d'experts qu'on met en place pour pouvoir gérer de manière opérationnelle certains pans dans le fonctionnement d'une politique. Et la task force a l'avantage qu'elle peut court-circuiter et faciliter la mise en place de certaines choses quand on sait parfois les lourdeurs et les pesanteurs administratives qui parfois freinent l'implémentation ou la mise en œuvre d'un certain nombre d'orientations stratégiques et politiques. Donc, c'est un peu ça l'environnement de la task force et de tout ce qui est comité. Maintenant, pour revenir à votre question proprement dite, dans le scénario qui est le nôtre, la task force, c'est deux choses. Un qui consacre l'incompétence des responsables des ministères de tutelle de certains dossiers. Et donc, comme ils sont incompétents, on leur retire un certain nombre de prérogatives qu'on va loger dans des comités. Et la deuxième hypothèse des task force, c'est que nous sommes dans les batailles de pouvoir. Et nous avons certains qui estiment qu'ils doivent pouvoir exister pour être les mieux vus. C'est généralement les scénarios qu'on observe dans des familles polygamiques où les prétendants à la succession sont obligés de montrer au père que c'est eux les plus méritants et donc ils essaient de se mettre les bâtons dans les roues des crocs en jambes pour apparaître comme l'enfant le plus travailleur, celui qui est à même de pouvoir, si le père venait à décéder, être reconnu comme le dauphin qui peut gérer cette affaire. Et vous comprendrez très bien que derrière la mise en place de cette task force, il y a toujours un nom qui revient. Il y a toujours une institution qui est régulièrement concernée par cette task force qui, moi, tel que je regarde la chose, traduit juste la cacophonie au niveau gouvernemental. Parce que, voyez-vous, on enlève des responsabilités des missions à des ministres qu'on renvoie dans des task force. Les mêmes task force qui sont constituées par les mêmes incompétents, entre guillemets, qui ont souvent été eux-mêmes à la tête de certains projets. On n'a pas vu qu'est-ce qu'ils ont apporté là-bas comme résultat. Et donc, moi, je questionne même la pertinence de cette task force. Si on a vu la task force par rapport à la CAN, on est allé de report en report de la CAN. On a eu une task force de la gestion du Covid-19 et je ne pense pas que c'est la meilleure gestion du Covid-19 qui puisse être présentée comme un modèle de bonne gouvernance dans les pays qui sont concernés par la Covid-19. Bref, je veux dire que ce qui devrait donner une certaine force aux task force, c'est-à-dire l'efficacité, l'efficience et, je veux dire, une meilleure gestion des choses. Ce n'est pas toujours ça qui est même vu dans cette task force. Et donc, on se pose la question, mais pourquoi cette task force? Et on arrive, pour moi, l'analyse que je fais, c'est que c'est des groupes d'amis qui essaient dans les logiques de comités et autres, là, à chaque fois. Parce que quand vous prenez cette task force, c'est toujours les mêmes noms qui reviennent. C'est toujours, hier encore, j'ai parlé sur un plateau concurrent au vôtre, c'est toujours les mêmes noms qui reviennent, c'est toujours les mêmes gens qui reviennent, c'est toujours les mêmes mangeurs d'argent qui reviennent. Et à la fin, vous vous demandez que est-ce que le pays n'est pris en otage que par un certain nombre de personnes dans l'environnement qui est le nôtre, pour crédibiliser, par exemple, les logiques des task force.
c'est de pouvoir, à un moment, ouvrir la task force à des appels à manifestation. C'est-à-dire que puisque la task force, idéalement pensée, c'est des experts dans des domaines qu'on met dans des comités pour produire des résultats. Et donc, on devrait pouvoir se dire, dans le cadre de la mise en place de la task force telle, il y a un appel à candidature où maintenant tous les Camerounais, en fonction de leur background et de leur pedigree, postulent. Il y a un comité qui statue et les meilleurs sont pris pour pouvoir donc agir à l'intérieur de cette task force, que ça donnerait une plus grande crédibilité et une valeur ajoutée à cette task force. Mais quand vous prenez les gars de la task force, vous vous demandez souvent si ceux qui créent cette task force-là véritablement veulent que les choses bougent. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Ce n'est pas tellement les task force, mais c'est davantage les mécaniques qui mettent en place cette task force et l'efficacité de cette task force sur des questions parfois bien précises sur lesquelles elles sont attendues et dont on n'a jamais des résultats probants de ce que cette task force produit. Ambroise Soba, task force ou incompétence, incapacité de mener à bien les projets, qu'est-ce qui peut le justifier? Oui, député. Le docteur, estimé collègue, a commencé par le dire. Quand on parle d'une task force, c'est une organisation opérationnelle mise en place autour d'un groupe d'experts pour apporter des solutions à un problème urgent ou à un problème, à une situation de crise. C'est à ce moment-là qu'interviennent les task force. Alors, vous savez, c'est un peu comme le disait du Pérou, c'est-à-dire que trop d'impôts tue l'impôt, ou encore qui trop embrasse mal les trains. On se rend bien compte que il y a d'abord eu une task force qui a été créée pendant que la question de la Cannes était en train de battre de l'aile, qu'on a logé à la présidence de la République, et on connaît qui étaient les acteurs à la tête de ces institutions-là. Mais plus tard, ce qui a pu causer problème, c'est la création de la task force relative à la lutte contre la pandémie du coronavirus. On se rend compte qu'il y a une task force qui a été créée et qui a été logée à la présidence de la République. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les Camerounais, dans leur immense majorité, estiment que cette task force aurait pu être logée à la primature. Mais ça me permet de faire une précision en disant que, au départ, je m'appuie beaucoup plus sur la lutte contre la pandémie. Au départ de cette lutte, le président avait opté pour une coordination gouvernementale horizontale en confiant la gestion de cette crise au Premier ministre. Alors, on a vu qu'il y a eu un certain nombre de dysfonctionnements. On a enregistré les différentes enquêtes, les auditions et tout qui ont démontré que cette taxe, l'argent qui avait été consenti pour cette taxe a été mal géré. Et le président donc a jugé nécessaire de ramener, de loger cette task force désormais auprès de la présidence de la République. Pourquoi? Il faut indiquer que le président est chef de l'État, il est chef de l'exécutif. Au-delà de cela, il préside le Conseil national de la santé. Et nous sommes en période de crise, c'est-à-dire que nous sommes en période de crise sanitaire. L'article 9, en ce moment-là, on peut convoquer les articles 9, alinéa 1 sur l'état d'urgence et 9, alinéa 2 sur l'état d'exception, parce que nous sommes en période de crise. Et effectivement, en période de crise, la Constitution confère des pouvoirs exceptionnels au président. Vous relancez, mais justement, nous n'avons pas décrété ou déclaré ces situations spéciales. Oui, bien entendu. Écoutez, quand le Premier ministre prend un certain nombre de prescriptions, ces prescriptions rendent ce que nous avons appelé des circulaires réglementaires, c'est-à-dire qui peuvent s'imposer, qui s'imposent au respect d'abord dans leur double fonction, d'abord d'information et d'opposabilité. Vous voyez? Et maintenant, au-delà de cela, la raison c'est quoi? C'est que les gens estiment que on ne peut pas loger une task force à la présidence de la République qui initie et qui exécute. C'est-à-dire que, un peu comme le disait Montesquieu, on ne peut pas en un organe conférer l'élaboration des lois et l'exécution des dites lois. Alors, la question qui est simplement posée, c'est que le président de la République, voulant avoir un regard plus resserré sur la question, a décidé de loger cette task force à la présidence de la République. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens, quand on se réfère aux dispositions de la Constitution, on vous dit le président de la République conçoit la politique générale de la nation et le Premier ministre et son gouvernement en sont chargés de leur mise en œuvre matérielle. Alors, on estime donc que pour la mise en œuvre matérielle de la gestion de cette taxe, on aurait pu loger la task force, par exemple, de la Covid, auprès de la primature. C'est pourquoi j'indique tout à l'heure qu'en ramenant ça à la présidence de la République, les raisons sont techniquement exactes. C'est pour indiquer que le président a voulu voir un peu plus clair dans cette gestion et qu'il a voulu
qu'en ramenant la task force auprès de la présidence de la République, il aurait un contrôle plus vif et il pourrait par là assurer une certaine transparence. C'est juste la raison qui a poussé le président de la République à ramener la task force logée à la présidence de la République. Y aurait-il pu y avoir, à l'SGP, des alternatives à cette task force? Bien sûr. Il faut d'abord dire que la task force n'est pas placée sous l'autorité directe du président de la République. C'est une incongruité. Nous aurions aimé que, quand on crée une telle task force, qu'on l'a ramenée à la présidence de la République, mais on l'a ramenée auprès du ministre secrétaire d'État, président de la République. Ce qui est anormal. Parce qu'il faut rappeler que ce ministère a les mains sales. Il faut rappeler au peuple camerounais. Il faut rappeler que il a les mains sales. Non. Pourquoi? Me permettez-moi, j'assume mes propos. Oui, mais vous ne pouvez pas assumer des propos qui nous engagent nous aussi. D'accord, ok, j'assume mes propos néanmoins en tant qu'homme politique. Je tiens à rappeler au peuple camerounais que c'était lui qui était à la tête de la task force sur la CAN, dont on soupçonne plus de 3 000 milliards de francs détournés. Mais c'est un soupçon, n'a jamais été condamné. Non, mais est-ce qu'il y a eu un audit? L'audit, où sont les résultats de l'audit? Vous dites soupçonné, n'a jamais été condamné. Permettez-moi, M. Dipita, Oui. si l'on dit quoi? Lorsqu'on retire la gestion de la task force, lorsqu'on crée une task force, parce qu'on voudrait que toutes les personnes qui pourraient être incriminées, il y a le Consupé qui a sorti un audit qui n'est pas encore rendu public. Donc en tant qu'Alex Gué, en tant que citoyen camerounais, je voudrais avoir le Conseil supérieur contre l'État. Donc en tant qu'Alex Guépé, je voudrais avoir ça, cet audit. Parce qu'on parle des fonds publics. Alors comment est-ce que le SGP, qui a aussi reçu des fonds publics de la COVID-19, peut être donc celui-là qu'on crédibilise pour gérer une task force? Donc le président public aurait dû ramener tout cela sous son autorité directe, puisque c'est lui qui préside le Conseil supérieur de la santé nationale, ce n'est pas le SGP. Donc il y a eu cette incongruité. On se dit qu'il y a une guerre qui se passe entre les différents branches du gouvernement, et donc chacun tend à gagner ce qu'il peut gagner. Et je suis aussi à dire pourquoi ce n'est pas task force. Donc, la task force, c'est une équipe d'experts. C'est une équipe de personnes bien pointues, dont on aurait pu associer la société civile, on aurait pu faire une sorte d'appel d'offres, comme on peut dire, mais peu importe, trouver un mécanisme approprié, afin de créer une véritable task force directement attachée au président de la République et qui vont exécuter, qui vont faire un travail, qui vont rendre public, qui vont faire un travail et mieux gérer les fonds. Parce qu'il faut qu'on dise aux Camerounais quelque chose qu'ils ne savent pas. C'est que le Cameroun, déjà en 1993, il y a le Fonds de solidarité pour la santé publique qui a été créé. Le Fonds souverain de la santé publique a été créé en 2013, dans lequel toutes les entreprises sanitaires déposent 10% de leurs recettes, bien recettes, pas budget, recettes, 10% de leurs recettes depuis 2013. Et quand on s'en va, on prend ce qui a été déposé, et quand on regarde un peu les plus-values au dépôt bancaire, toutes les commissions sera plus. Dans le Cameroun aujourd'hui, le FMI estime que le Cameroun pourrait avoir plus de 10 milliards de francs CFA à partir de ce fonds-là. Plus de 10 milliards de francs CFA, ce qui équivaut à la dette du Cameroun de 2004 à 2021. Alors, comment est-ce que le Cameroun peut donc être aujourd'hui avec ce fonds? On ne nous dit pas où est passé cet argent. On se met à courir de FMI. Le FMI a accordé un montant de 208 milliards de francs CFA au Cameroun, de prêts. Et le Cameroun crée cette task force parce que le gouvernement camerounais attend un troisième prêt du FMI. C'est pour satisfaire le FMI que ces task forces sont mises sur pied. Maintenant, est-ce que ces task force vont respecter, vont être à la hauteur d'attente du FMI? Nous ne savons pas. Il faut aussi souligner que 180 milliards de francs CFA ont été mis dans le fonds de solidarité pour la lutte contre le Fonds national de la COVID-19. Et plusieurs ministères touchés ont pu gouverner ces fonds-là. Jusqu'à aujourd'hui, il aurait été urgent qu'avant la mise de cette task force, qu'on puisse même demander un audit judiciaire afin de déterminer les responsabilités, ou du moins que la copie que le ministre de la Justice a reçue, demandant à poursuivre les personnes qui ont géré les fonds de la COVID-19, que ça puisse être exécutable. Dans ce cas, il pourrait avoir... Dans votre spéculation, je vous relance. C'est pas une spéculation. Je vous relance. Pas les données. Je vous relance. On peut supputer que le FMI... C'est pas une supputation. Je vous dis, le FMI a remis 200... Laissez que je vous relance. Laissez-moi que je vous relance. Laissez-moi que je vous relance. On peut supputer que le FMI qui s'engage à nouveau à faire un autre prêt, ou alors un autre apport pour lutter contre le Covid, peut être satisfait du premier tonique, non? Puisque c'était l'une des conditionnalités. Non, le FMI, non. Le gouvernement Cameroun est en train de créer une cacophonie, en fait. Hein. Dites-nous en quoi. Ils veulent peut-être montrer qu'ils vont s'asseoir au FMI parce qu'ils veulent coûte que coûte avoir
ce prêt, ce troisième prêt. Et justement, c'est un plat que vous avez vu, à peine le Cameroun a eu à utiliser les vaccins chinois, la Chine a annulé 30 milliards de francs CFA de la dette du Cameroun. C'est un lien? Non, mais c'est un lien. Il ne faudrait pas que le Cameroun devienne un bécaille, en fait, un laboratoire d'études de la COVID-19. C'est d'expérimentation. Parce que l'équipe finance le FMI, l'équipe accorde ce prêt. Et le Cameroun se retrouve avec 3 vaccins qu'on impose aux Camerounais. Et subitement, le FMI entre en jeu, vous accorde un prêt. Donc il y a tellement de choses non dites. Et qu'il serait important. Le FMI accorde-t-il ce prêt sans être satisfait de la précédente utilisation? Le FMI, on est en train de expliquer cette task force parce qu'on veut satisfaire le FMI. Est-ce qu'ils seront satisfaits? Est-ce qu'il n'y aura pas des accords sous-marins? Vous ne répondez pas à ma question précédente. Le plus important, M. Dipita, le plus important, c'est d'expliquer aux Camerounais qu'il y a un fonds national où le FMI, les ONG estiment qu'il y a plus de 10 milliards de francs CFA logés à l'intérieur. Dans le Cameroun, à l'heure actuelle, pour lutter contre la COVID-19, n'a pas besoin d'aide du FMI. Alors cet argent-là se trouve où? Entre les mains de qui? Et qui gère cela? Merci. Voilà la question essentielle. Alors qu'on ne vient pas essayer de nous faire comprendre des tas de question de sortie. Mais la question est, que faisons-nous avec le fonds de solidarité nationale qui est créé par le gouvernement camerounais depuis 1993 et donc personne nous Merci en parle. Alex. On fait comme Question de sortie, pour prendre le dernier thème, Biliga. Y a-t-il risque de multiplier davantage ce mécanisme de gestion des questions publiques par la task force? L'idéal, c'est de ne pas arriver là. D'accord. Je pense que ça, c'est l'idéal. L'idéal, c'est que chaque ministère, qui est en charge d'un projet ou d'une gestion des finances, puisse faire son travail d'une manière honnête et autre. Et j'ai entendu certains penser, certains nous font croire qu'il n'y a jamais d'audit au niveau du ministère, au niveau des trucs. Tout à l'heure, on a parlé du Conseil supérieur, du Conseil du Consupé. Oui, du Consupé, il y a la Cour des comptes et autres. Il faut noter que lorsque l'argent public est utilisé, il y a des mécanismes de contrôle automatiques. Moi, j'ai discuté encore dernièrement avec un haut responsable qui me disait, mais écoute, tu ne peux pas imaginer combien de fois je reçois des gars de l'inspecteur ici. Renseignez-vous. Ils sont sous pression à tout moment. Où sont les rapports? On n'a pas besoin de venir élaborer. Si vous voulez qu'on donne... Laissez-moi parler un peu. Donc, je dis, sachez que... Et la personne la plus informée, c'est le président de la République. Le président de la République est au courant de tout ce qui se passe. Et lorsqu'il décide, par exemple, de saisir, par exemple, le Premier ministère de la gestion, par exemple, de fonds Covid ou le ministère de la Santé pour les mettre au niveau de la présidence de la République, au secrétaire général, c'est parce qu'il pense qu'à ce niveau-là, il doit y avoir un contrôle mieux élaboré. Vous qui dites que le président ne fait rien, lorsqu'il fait, vous lui reprochez d'avoir fait. C'est-à-dire, vous dites que c'est un président qui est absent. Le président aujourd'hui indique que moi, je voudrais m'assurer que les fonds qui sont prévus pour la CAN doivent être bien gérés, les fonds qui sont prévus pour le Covid doivent être bien gérés, et vous vous plaignez toujours. C'est-à-dire que tant que vous n'aurez pas pris le pouvoir, tout ce que les autres vont faire, c'est zéro, c'est vous qui devez prendre le pouvoir. Mais moi, je pense que, je dis donc que le président de la République, dans ses pouvoirs, la Constitution lui permet de déléguer ses pouvoirs à qui il veut, notamment à ses collaborateurs de secrétaire général président de la République. Il délègue au Premier ministre, il délègue même jusqu'au ministre certains de ses pouvoirs. C'est la loi, c'est la Constitution qui l'indique de manière claire et précise. Donc, moi, je pense que, pour répondre à votre question, les autres ont défini ce que c'est que la task force. Ce sont des mesures pour moi qui doivent être exceptionnelles. Et qui dit exceptionnel dit que on doit pouvoir les éviter, n'y arriver que lorsqu'on n'a pas d'autre choix. Et faire donc le maximum pour que ceux à qui le président a confié un certain nombre de missions puissent le faire en toute confiance, je veux dire en toute, comment je peux dire ça, avec tout le sérieux possible pour qu'on n'ait plus à créer d'autres task force. Aristide Bitouga, question de sortie sur ce thème-là, en relation avec la probabilité de multiplier les task force dans la gestion quotidienne des affaires publiques. Le Cameroun est une exception dans tout ce qui se fait. Tout comme les task force. Dans tout ce qui se fait dans d'autres environnements. Et Maître l'a si bien rappelé, c'est des cas d'exception, les task force. Et donc, quand elles deviennent banales, ça veut dire que l'incompétence a atteint le plafond. Parce qu'à la réalité, ces task force-là qui sont ramenées pour beaucoup à la présidence de la République,
on aurait pu les éviter si effectivement le chef de l'État était effectivement celui qui présidait chaque semaine effectivement ces réunions-là où il assoit les ministres avec les fameuses feuilles de route qui restent attendues 8 ans après. Vous vous souvenez qu'il y avait eu des feuilles de route qui avaient été demandées à des ministres et 8 ans après, on continue à chercher encore ces feuilles de route. Et donc, lorsque vous avez donc des ministères qui n'ont pas de feuilles de route, vous comprenez que c'est la navigation à vue. Et nous sommes bien obligés pour pouvoir stopper la saignée, parce que comme Alex Guépi l'a si bien rappelé, les task force se mettent en place parce qu'aujourd'hui, nos principaux bailleurs nous demandent une plus grande lisibilité par rapport aux fonds précédemment reçus, si nous voulons encore avoir d'autres prêts. Et donc, les task force se multiplient donc pour essayer de montrer qu'en marge de l'incompétence qui gouverne notre administration, et ça me permet de sortir par là, c'est que vous avez vu la semaine dernière, le PCRN a offert une pirogue du côté de Macaque, mais j'ai été surpris de voir des gens titiller cette pirogue-là quand on sait que dans ce village... Vous voulez répondre à deux ou trois personnes. Non, quand on sait que dans ce village, MICAF spécifiquement a 2 ministres du RDPC qui 40 ans après n'ont pas pu offrir la fameuse chaloupe là qu'ils disent qu'elle aurait été mieux que... Vous savez que dans le contexte actuel, le problème n'est pas à ce niveau. Non, c'est pour vous dire... Mais c'est pour vous dire donc... l'utilisation des fonds issus de l'appel public. C'est pour vous dire donc que ceux qui gèrent mal n'ont pas qualité pour pouvoir se prononcer sur ceux qui font quand même l'effort. En d'autres termes, comme ils gèrent mal, vous faites pareil. Non. Qu'est-ce que je veux par là dire? Je veux par là dire que celui qui offre au moins une pirogue pour faire traverser des gens est à célébrer que celui qui a les moyens d'État pour pouvoir mettre un pont sur ce fleuve-là. On est plus dans le débat. On est plus dans le débat. Et n'a pas pu le On a une faire. dernière question. Monsieur Lugaï, Donc moi je pense que Aristide. quand on en arrive à avoir des citoyens qui se mobilisent pour offrir Aristide, on un est pont, plus dans le débat. Il reste- pour offrir un pont à des villageois, vous comprenez que la gouvernance Ramon Joseph Somba. est à questionner. non, Y a-t-il s'il vous risque? plaît, juste une seconde. Il faut quand même rétablir la vérité. En Il 2021. y avait un bac sur ce truc-là. Moi, je suis monté sur ce bac pour aller de Pourquoi pas l'autre un côté. Mais ce bac-là, vous savez mieux que moi, vous savez combien puisque de ma points maman vous est de ce côté-là, ce bac ne fonctionne plus jamais. Mais je vous réponds. Vous parlez de Pas bac tout Vous ça. avez posé une question, je vous réponds. c'est Monsieur, ça. j'étais en Allemagne il n'y a pas très longtemps, Oh j'ai là vu des là, bacs. c'est pas Alex. vrai ça. Non, c'est Allemagne. Je dis j'étais en Allemagne il n'y a pas longtemps, j'ai vu Là, des bacs. votre point de Non, France. arrêtez donc de dire que si au Cameroun il y a un bac sur des milliers. Mais vous savez que ce bac est un gouffre à sourd. Moi, je voulais vous dire une chose. Moi, j'ai vu ce bac. Donc, il ne faut pas donner l'impression que Et vous vendez ça. les Camerounais ont commencé à traverser Merci, maître. l'Union. Vous savez que ce bac est un gouffre à sourd. Pas le bureau de la Bon, dans tous les cas, il y avait le bac, on revient à la pirogue. Il y a aussi un crocodile. On sort du débat, pour Il y ça aura une taxe forte, il y vraiment aura une taxe forte pour gérer les bacs plus tard. en une seconde. En une seconde, y a-t-il risque de multiplication de ces tax force dans la Bien gestion? entendu, à l'allure où nous allons, il y a des fortes chances. Parce que vous savez, les task force sont là, bien évidemment, pour régler les situations d'urgence. Comme je disais tout à l'heure, les situations exceptionnelles qui naissent. Et ce qui est évident, nous sommes en pleine guerre des crises sanitaires. Ce qui est évident, c'est que ces task force-là vont se multiplier. Si, et bien évidemment, étant déjà logé à la présidence de la République, s'il y a encore un scandale, je pense qu'on créera une autre task force. Je ne sais pas, peut-être qu'on logera cette fois-ci encore à la primature. Qui sait? Donc, comme je le disais tout à l'heure, qui trop embrasse mal les trains. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait une certaine harmonisation de l'action gouvernementale. Vous avez vu, on a créé une task force pour la CAN, on en crée une autre aujourd'hui pour la lutte contre la Covid, et il y a des querelles autour du logement de cette taxe à la présidence ou à la primature. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'on ne peut pas continuer de gérer le pays sur une multiplication, une densification des task force. Je crois qu'à un moment donné, il faudrait que le président de la République reprenne. Il agit par décret. Il peut utiliser son décret pour gérer un certain nombre de choses. Et peut-être pour qu'on ait une taxe force sur la vacance au pouvoir, un mot. puisque c'est également un cas d'urgence. Je tiens à dire, l'exercice du task force veut dire qu'on a échoué. Que les gens ont échoué sur la gestion de la chose publique. Tout simplement. Donc on ne va pas... Et ceux qui ont échoué, c'est encore eux qu'on met dans la task force, comme le secrétaire de la présidence publique. C'est qu'il y a une norme d'incongruité. L'exercice de task force veut qu'on échoue. Et quand les gens ont échoué, vous devez d'abord au préalable rendre compte. Rendre compte, ce ne sont pas vos audits tout cachés entre vous là. Rendre compte, ce n'est pas des audits indépendants, crédibles,
Merci. Vous dites aux Camerounais pourquoi vous avez échoué. Merci, et Alex. pas la suite des sanctions. Et il faudrait donc faire comprendre à M. Biliga que lorsque lorsque vous trompez, comme tout à l'heure, vous êtes que vous trompez au RDPC, quand on se trompe et qu'on a une gestion des choses publiques, on démissionne. Merci, Alex, donc, c'est compris. Si vous êtes transition. trompé au RDPC, il faut démissionner. Transition. Lorsqu'on fait audit sur audit, sur l'argent qu'on a récolté auprès des gens. Alors, il nous reste une dizaine de minutes, je crois 13 exactement, d'ailleurs 12 déjà, 22h48. On va rapidement débriefer cette question en 2 ou 3 réponses relatives aux questions, disais-je, au SIF, on le sait. Le comité exécutif national s'est réuni ce week-end à Yaoundé. Et on a pu voir sur la table quand même, entre autres résolutions prises, la question qui, j'ai failli dire, oppose Jean-Michel Nitieux, qui, comme vous le savez, président régional littoral, avait appliqué un 8-2 au vice-président national Joshua aussi. La question est simple, que peut Nitieux, que risque Joshua aussi, chers messieurs? En résumé, le NEC a reçu cette décision de la région du littoral. Le NEC demande à Nitieux de désister évidemment de son implémentation, de son application, et à côté le dossier à la commission interne juridique pour savoir exactement ce qu'il en sera. Aristide Bitouka, à quoi peut-on s'attendre? Je vous assure que d'acteurs politiques et responsables d'une formation politique, c'est jamais des cas faciles à trancher parce que c'est véritablement là 2 mastodontes d'une formation politique. Pour ajouter de l'eau à votre... On a d'ailleurs pu voir chez vous un certain cas de Joseph Espoir Billon qui a finalement quitté le parti. Bon, jusqu'à présent, le parti n'a pas reçu... moi, je m'appuie sur les textes qui gouvernent notre parti. Nous n'avons pas reçu de démission formelle. Peut-être qu'il va falloir, dans l'évolution des textes des partis politiques, intégrer des tweets et peut-être des posts sur Facebook comme acte de démission. Mais jusqu'à présent, au niveau du PCRN, il n'y a pas encore ces éléments-là comme preuve de démission. Et donc, même si cela était le cas, on ne peut que le regretter. Et je parle avec le cœur meurtri. C'est une grosse perte pour le PCRN. Parce qu'en termes de jeunes militants, motivés, convaincus de ce qu'il y a lieu pour les jeunes de s'engager en politique. Billon, c'était quelqu'un qui avait le cœur sur la main. C'est quelqu'un qui allait au charbon, comme on dit vulgairement au quartier. Et donc, on ne peut que regretter son départ. Et le président, Cabral Libi, également, de tweet à tweet, lui a souhaité bon vent dans sa nouvelle carrière politique. Donc, nous, on n'a pas eu de 8-2 à appliquer à Billon. Ça s'est passé comme ça s'est passé. Mais dans le cadre du SIF, comme je disais tantôt, c'est 2 mastodontes. Vous avez le vice-président honorable Joshua Oshi et vous avez le député Nitieux qui est le président régional du SIF qui s'affrontent depuis peut-être 2 à 3 mois déjà sur la scène publique et c'est peut-être ça qui a débouché sur cette convocation du NEC là pour effectivement, comme on dit vulgairement, laver le linge sale en famille. Et nous avons vu l'actualité autour de cette affaire. Effectivement, le dossier de l'honorable Nitieux a été reçu par la commission de discipline. Elle va siéger et pouvoir, dans les jours qui viennent, donner son verdict par rapport à ce qui se passe. Mais ce que je peux dire, il n'en sortira pas grand-chose. Et c'est peut-être l'analyse futurologique que je peux faire parce que l'honorable Oshi apparaît aujourd'hui comme une des forces politiques au-delà du SIF qu'on ne peut pas jeter comme si on jetait un vulgaire militant qui serait arrivé hier et qui serait en train de faire du chantage au parti. Le SIF n'est pas sa première. Oui, mais sauf qu'aujourd'hui également, le SIF d'il y a 30 ans n'est pas le SIF d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on parlait de l'honorable Joshua Oshi, c'est quand même quelqu'un, il a été à la présidentielle dernière et il peut encore faire de bonnes choses au niveau du SIF. Je crois que le chairman, dans son intelligence et sa sagesse qu'on lui connaît, finira par faire asseoir ses 2 enfants et on arrivera à une situation... La décision sera politique. Oui, elle sera politique. Merci. Vraiment, elle sera politique. Alex Ngepi. Oui, il faut dire que le 8-2, donc le président Oshi a eu à faire, ce sont des affaires internes du SIF pour commencer, mais ça pose le problème de l'organisation des partis politiques. Est-ce que les partis politiques permettent aux militants, aux adhérents de vraiment s'exprimer? Est-ce que la démocratie peut véritablement être implémentée? Est-ce que les partis politiques sont l'exemple
de système démocratique dans les États, parce qu'il faudrait qu'on dise que les partis politiques devraient être des propulseurs de la démocratie, de la liberté d'opinion, d'expression. Donc, ce 8-2-là, le NEC va se prononcer dessus. Ils ont déjà reçu cela en tant que militant du MRC, en tant que cadre du MRC. Je pense que le SDF, c'est un parti de l'opposition et leur décision, leur position, nous avons tous soutenu le SDF, peu importe leur posture, qu'ils acceptent ou qu'ils rejettent le 8 de Oshi. Mais nous disons, le SDF est un grand parti dont nous avons besoin au Cameroun. C'est un parti qui, d'ailleurs, même aurait remporté, son histoire, aurait remporté l'élection de 92, et nous estimons que ce parti a encore des choses à apporter au Cameroun. Merci. Donc espérons donc que ce 8-2 ne fragilisera pas le SDF et que, voilà, et que le leader du SDF et l'ensemble des membres du NEC vont trouver un consensus afin de réconcilier les deux partis si jamais l'autre parti savait que si jamais ce 8-2 est rejeté. Si j'étais cynique, je dirais, je bois du bon lait. Vous adressez ce... Oui, de voir les partis politiques qui, très souvent, se présentent en donnant des leçons de démocratie et autres, faire s'embouber dans des querelles internes. Que qu'on appelle le gars là encore, le maire de Douala de... Serge Billon. Serge Billon parte. Je ne sais pas s'il va continuer à être maire. Parce que Non, il garde. normalement. Dans les trois acquis, jusqu'à la fin. Je ne sais pas s'il va continuer à être maire. Maintenant, donc, le PCR a perdu une mairie, en fait, un élu. Oui. Malheureusement. Oui. Donc, je suis content, enfin, je dis que je suis un peu embêté parce que nous souhaitons pas le malheur dans les autres partis politiques. Donc, ce qui se passe même aujourd'hui dans le MRC, avec cette histoire du Suvoval, où on voit le monsieur Pédécoca insulté comme un gamin, c'est pas bon. Ça n'a pas pour effet de montrer une image positive de la démocratie camerounaise. Ce qui se passe au PCRN également, c'est pas non plus bien. Ce qui se passe au SDF encore moins. Moi, je pense qu'il faudrait également que les gens apprennent à faire de la démocratie. La démocratie, c'est pas seulement instituer la RDPC, c'est également de pouvoir balayer en interne, essayer de tout faire pour qu'en interne, qu'il n'y ait pas ce genre de dissension. Je considère que le conflit qui existe entre Nietzsche et aussi, c'est un conflit de leadership. Le président du SDF a dit, le chairman a dit qu'il ne serait plus candidat, lui, il se retire. Aujourd'hui, la bataille, c'est celle-là. C'est celle-là. Et en plus, nous savons qu'il y a deux tendances bien précises au niveau du SDF aujourd'hui. Une tendance qui est trop pro-MRC, qui est incarnée par Nietzsche avec celui qui est son porte-parole, qui était le porte-parole ministre de la communication Nietzsche de cabinet, mon ami Wafo, mais qui aujourd'hui est beaucoup plus le porte-parole de M. Nietzsche. Et il y a de l'autre côté aussi, avec des personnes comme Maître Paniere qui sont avec lui. Donc moi, je pense que... Quelle tendance? C'est une tendance, je pense, que SDF originelle. Moi, je pense que c'est le SDF originel, celui de cette tendance-là. Je le dis comme ça, hein, c'est pas le SDF RDPC. C'est le SDF originel. Donc moi, je pense que le Cameroun, nos partis politiques doivent apprendre la démocratie. Je suivais hier sur une chaîne l'un des responsables, le secrétaire général de l'UPC. Je riais en disant, il parlait de lui, en disant, nous de l'UPC. Je disais, mais de quel UPC? De quel UPC? Alex, sur la question. Bon, je vais réitérer que nous attendons les conclusions du NEC. Ah oui, là, il avait déjà parlé. Oui, pardon. Comme il est toujours pas en train de vouloir parler. Alors, Ambroise referme donc le débat. Oui, bien entendu. Peut-être on dira, d'entrée de jeu, que c'est le signe ou l'expression de la vitalité démocratique au sein des partis politiques. Et d'ailleurs, c'est ce que le SDF me m'en Oui, interdit. je pense que l'analyse de Maître est pertinente. Vous savez, depuis le retrait stratégique du leader Fondi, on s'est rendu compte que les relations entre Joshua Si et Nietzsche se sont davantage crispées et se sont renforcées dans le sens des échanges épistolaires qui ont, à un moment donné, permis de comprendre que entre les deux acteurs, et ça, le docteur le disait tout à l'heure, que entre ces deux mastodontes, il semble qu'il ne fumait plus le calumet de la paix. Et on se rend bien compte aujourd'hui que l'image qui est reflétée, que les deux protagonistes nous servent, c'est une image quand même regrettable quand on connaît que le SDF a joué un rôle très important. Ça, il faut le dire aujourd'hui aux Camerounais. Si aujourd'hui nous sommes partis d'un contexte monopartisan à celui multipartisan,
le SDF aura joué un rôle capital. Donc moi je pense que Lidjon Fundi aura tout simplement la sagesse qu'on lui reconnaît, de pouvoir asseoir ses enfants et certainement de leur prodiguer des conseils, parce que l'image que ces deux-là reflètent n'honore pas le SDF. Merci à vous, messieurs, d'être restés pour débriefer l'actualité ce soir, sous fond d'analyse et de commentaires. On espère avoir apporté un plus à nos téléspectateurs. Merci à vous à la maison également d'avoir regardé cette édition de Cartes sur table. Bonsoir et à mardi prochain.